Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette rencontre en ligne. Dans le cadre du débat public sur le projet de nouveau réacteur nucléaire à Gravelines, l'équipe du débat a souhaité organiser un webinaire sur l'impact du chantier sur le territoire. Ce rendez-vous est l'occasion d'échanger sur les enseignements tirés des chantiers récents et en cours, Flamanville, Penly et Hinkley Point. Cette rencontre est divisée en trois séquences. Une première partie qui sera sur la présentation du chantier de Gravelines, puis une seconde séquence sur les retours d'expérience des chantiers passés ou en cours, et enfin l'impact du chantier sur le territoire. À l'issue de chaque séquence, une session de questions-réponses sera organisée avec le public. Nous vous invitons à utiliser l'icône main levée dans l'outil en bas de votre écran sur l'outil Zoom pour demander la parole. Nous vous invitons à poser des questions brèves et à rester courtois dans vos propos. Sans plus tarder, je me tourne vers Luc Martin, président de l'équipe du débat, pour un propos introductif. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Tout d'abord, meilleurs vœux à chacun d'entre vous et à vos proches pour cette nouvelle année. Donc, avec l'équipe du débat que je préside, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette réunion. Slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, donc nous avons été désignés par la Commission nationale du débat public pour mettre en œuvre ce débat sur Gravelines et en respectant les 6 principes de la CNDP qui sont, je le rappelle, pour ceux qui viendraient pour la première fois à nous rejoindre, donc l'indépendance qui est structurellement notre valeur première, la neutralité, puisque je le rappelle, nous ne prenons pas part, n'émettons pas d'avis sur le projet en lui-même, la transparence, parce que tout au long de ce débat, nous nous sommes assurés que toutes les informations disponibles étaient mises bien à votre portée. L'argumentation, parce que l'essentiel pour nous n'est pas le nombre de personnes qui expriment un point de vue, mais plutôt la qualité de ce point de vue. Et c'est donc les arguments que nous prenons en compte pour analyser et intégrer à notre futur compte-rendu. L'égalité de traitement, bien sûr, puisque la parole de chacun compte et la parole de chacun sera prise en considération. Et enfin, l'inclusion, puisque nous souhaitons absolument, dans ce débat, associer tous les publics, y compris les publics les plus éloignés, comme par exemple les détenus de la prison de Dunkerque que nous sommes allés rencontrer il y a quelque temps. Slide suivant. Voilà. Alors, la réunion de ce soir, elle est particulière en ce sens que nous avons fait une réunion à mi-débat le 21 novembre et nous vous avons demandé de nous dire un peu les sujets que vous souhaitiez, sur lesquels vous souhaitiez un approfondissement. Et donc, comme vous le voyez sur ce nuage de points qui est issu de vos interventions lors de cette réunion, 3 thèmes ont émergé à cette réunion. C'est le déroulement des travaux, la santé et les différences entre EPR et EPR2. Et alors, bien sûr, sur la santé, nous avons pu faire une émission d'1 heure sur la radio FM, Delta FM, le 9 décembre dernier, en interviewant différents intervenants. Et sur la différence EPR et EPR2, nous allons faire prochainement une newsletter qui détaillera ces principales différences. Ce soir donc, place au chantier, place aux travaux, et nous avons donc convié différents intervenants pour venir expliciter les fondements et le déroulement et les dimensions de ce chantier éventuel qui se déroulera si le projet se poursuit. Donc, place à la suite. Merci Luc Martin. Passons maintenant à la séquence 1 qui s'intitule Présentation du chantier de Gravelines si le projet se poursuit. Pour répondre à ces questions, nous allons accueillir Monsieur Antoine Ménager, qui est de la direction du programme Nouveau Nucléaire en charge du débat public EPR de Gravelines EDF, et Monsieur François Maillard, responsable de projet réseau de transport d'électricité. Vous avez la parole, vous avez 15 minutes, messieurs. Eh bien, bonjour également à toutes et tous. Ravi de vous retrouver en 2025 et comme Monsieur Martin l'a fait, bah, je vous adresse aussi mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, pleine de santé et d'énergie pour qu'on termine tous ensemble ce débat public.
François, donc je pense que vous nous avez vu déjà beaucoup en 2024. Je ne sais pas s'il est nécessaire qu'on se représente. En tout cas, je serai accompagné de François Maillard pour la partie RTE et on va intervenir. Donc cette première séquence, comme ça a été dit, c'est bien finalement revenir sur enfin pas revenir, mais plutôt détailler un peu plus, approfondir le déroulement du chantier, que ça concerne les travaux en charge portés par EDF et puis aussi les parties raccordement par RTE. Donc c'est ce qu'on va vous décrire tout de suite. Je crois qu'on a, j'ai pas de minuteur auquel on était habitué, mais je suis sûr que vous me rappellerez à l'ordre si on est trop long, mais on sait le temps qu'on doit prendre. Alors, on y va. Comme c'est pas moi qui bouge les slides et qu'il y a un petit temps de latence, donc ça c'était moi, et j'attends que le slide suivant s'affiche. Non, on n'est pas, je les vois pas dans l'ordre dans lequel je m'attends à les voir là. Je vois plein de choses, mais ah oui, alors ça y est, il est là. Donc en fait, oui, bah, on l'a vu, Monsieur Martin l'a rappelé, il a remis le nuage de mots de la session à mi-parcours. Donc il y a eu une attente du public manifesté sur le déroulement des travaux. Rappelez que en tout cas, on est content de cette opportunité qui est offerte par cette séance ce soir, puisqu'il y a un chapitre entier du DMO, c'est son chapitre 3, qui est justement pour éclairer les différentes phases du projet. Et finalement, on a beaucoup parlé de l'opportunité, de qu'est-ce qui est en amont, qu'est-ce qui ferait qu'il y ait besoin ou pas de faire ce projet. On a beaucoup parlé aussi de ses effets, si jamais il se faisait, c'est quoi ses incidences sur l'emploi, sur l'environnement, sur tout un tas de choses, mais finalement, qu'est-ce qui allait se passer? On en a un peu parlé, mais finalement pas tant que ça, alors qu'il y a un chapitre entier assez complet du DMO. Et puis redire aussi en introduction que si jamais le projet se fait, ce qui va se passer, ça sera de toute façon, mais ça on a eu l'occasion de le dire, ça sera rythmé par une série d'autorisations. C'est que de toute façon, au-delà de la décision, il y a des autorisations à obtenir. Et surtout, ces autorisations, à chaque fois, font l'objet de phases encore de dialogue avec le public. C'est-à-dire que cette phase de débat public, si jamais le projet se poursuit, c'est pas la fin du dialogue, au contraire, c'est presque le début, puisque à toutes les étapes, il y aura encore du dialogue avec le public. Alors, pour se remettre dans le bain, on a vu apparaître l'image là fugitivement. On va vous faire partager tous ce que peut-être certains qui participent aux réunions physiques, notamment dans les ouvertures, ont pu voir dans des lunettes 3D, là, que vous voyez à l'écran, qu'on a promené dans des ouvertures de séance sur les débats mobiles. Donc, dans ces lunettes, en fait, on a un petit film qui va se lancer là et qui permet de se rendre compte de ce que pourrait être ce chantier. Donc là, ça va vous donner une vision d'ensemble de ce qui pourrait se dérouler. Et ensuite, on va revenir dans le détail avec François Maillard. Donc, vous voyez, là, on est au-dessus. Donc, je ne sais pas si le film est parti. Si, il est parti. Donc, ouais, vous repérez la centrale actuelle, voilà, qu'on voit en arrière-plan. Et vous voyez la zone qui est actuellement la zone occupée par Total Energy, où seraient implantés les EPR2, qui feraient l'objet des terrassements, qui feraient l'objet d'aménagements pour organiser le chantier où les entreprises s'installeront. Dans ces terrassements, on y reviendra parce que c'est une grande spécificité de Gravelines. Il y aura ces sols que vous savez sableux à renforcer. Ça aussi, je vais avoir l'occasion de vous détailler tout ça. Et puis, une fois, là aussi, c'est lié à une deuxième autorisation, pourrait y avoir la construction proprement dite des bâtiments. Donc là, évidemment, ça paraît facile et ça va très vite, mais c'est pour vous donner une idée de ce qui pourrait y avoir. Donc tout ça, juste après, on va vous le réexpliquer, mais ça vous permet à la fois de situer par rapport à la centrale actuelle où ces travaux se dérouleraient et en avoir voilà, une idée. Une fois que ces travaux seraient faits, sur lesquels on reviendra, bah, il y aura des essais de mise en service et puis pour aller progressivement vers les premières productions d'électricité. Donc c'est là où justement bah, RTE est essentiel puisqu'il faut recarder cette installation au réseau. Donc c'est pour ça que François Maillard vous expliquera tout ça et d'ailleurs c'est lui qui commencera. Voilà, on fera à rebours. Et voilà, tout ça, si jamais le projet se fait, c'était tout à l'heure sur une slide, pour arriver à la phase d'exploitation à partir d'une mise en service du premier réacteur de Gravelines EPR2 qui serait en 2037.
hein, et donc c'était sur une slide à peu près 50 travaux préparatoires et 7 ans de construction pure des bâtiments. Donc c'est tout ça qu'on va vous zoomer après cette mise en matière. Vous voyez là, donc vous avez les petites bulles. Et donc toutes ces bulles sont tirées de justement de ce qui conditionne ces phases de travaux. Donc là, on va moins expliquer ce qu'il y a dans les autorisations environnementales. On a déjà eu l'occasion de le faire dans une séance. Qu'est-ce qu'il y a dans l'autorisation de création. Mais en tout cas, c'est à leur obtention et liée aux enquêtes publiques ou aux consultations du public qu'elles pourraient s'enclencher. Et donc, bah, je propose que François Maillard vous décrive qu'est-ce qui se passerait, même s'il en a déjà un peu parlé en termes de raccordement. C'est à toi, François. Merci Antoine et mais bonjour à tous et meilleurs vœux aussi à tous. En effet, j'en ai déjà parlé dans certaines réunions, plutôt de la consistance. Je vais essayer de modifier un petit peu mon propos pour aller un peu plus dans le détail du chantier. Mais on ne peut pas parler du chantier sans rappeler la consistance. Donc voilà, RTE, nous on est en charge du raccordement électrique et on va réaliser concrètement des lignes électriques. On va réaliser 2 lignes électriques aériennes pour les besoins d'EDF et des EPR. Et on réalisera, si le projet se concrétise, 4 lignes souterraines pour les besoins d'EDF et on devra adapter le réseau existant. Donc, il y a des liaisons aériennes qu'on devra mettre en souterrain pour faire de la place nette aux futures lignes aériennes. Du coup, je veux bien qu'on passe au slide suivant. Euh, Moi, j'ai simplement 2 autres slides. Un sur les liaisons souterraines, c'est les travaux qui vont commencer en premier à partir de 2027 si on a les autorisations fin 2026. Une liaison souterraine, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est déjà ces 3 câbles qui se retrouvent dans des fourreaux PVC prévus pour ce passage de câbles. On les retrouvera environ à 1 mètre, 1 mètre 50 sous le sol. Et on va dérouler ces câbles-là dans des tranchées ouvertes. Et une fois que le câble sera déroulé, ben, on va recouvrir, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Alors parfois, on est confronté à des obstacles, une route très passante, un water gang, par exemple, dans la zone, et on sait qu'on en aura à traverser. Et on a la possibilité de passer dans ce qu'on appelle en forage dirigé, avec une station de forage. Et là, on dirige le câble, et le câble traverse souterrain l'obstacle pour ressortir de l'autre côté. Donc ça aura lieu de 2027 environ à 2029. Et ensuite, il y aura une étape un peu plus tardive pour les travaux des liaisons aériennes. Ces travaux-là, concrètement, c'est la réalisation d'un pylône. Un pylône, c'est une structure métallique avec 4 socles béton pour les fondations. Ça fera environ entre 40 à 60 mètres de haut sur une envergure de 24 mètres pour les pylônes qui pourraient être envisagés et qui ressemblent très concrètement à celui du milieu. C'est globalement les mêmes qui existent déjà pour la centrale actuelle. Donc, on aura une espèce d'homogénéité par rapport aux pylônes existants. Pour les construire, il y a une première phase qui est de l'assemblage au sol. Et ensuite, une fois qu'il est assemblé, le pylône, il va être levé. Donc, on utilisera des grues, hein, comme sur la photo de gauche, pour lever. On sait aussi utiliser des hélicoptères dans la zone qui est proche des villes, de la ville de Gravelines, et dans laquelle il y a déjà beaucoup de lignes électriques. On privilégiera plutôt la grue. Et ensuite, une fois que les pylônes sont montés et sont levés, comme on dit, et ben, il y a le déroulage des câbles à l'aide de dérouleuses. Et ben, on a la possibilité de dérouler les câbles et là, de s'affranchir des obstacles qui peuvent se trouver au sol, comme une route, des habitations, un water gang, etc. Voilà, j'espère que je vous ai donné un peu plus d'informations sur le déroulement des chantiers. Ça reste un chantier assez classique, mais nécessaire pour raccorder, pour ensuite évacuer les électrons qui seront produits par les EPR2. Merci, François. Voilà, donc moi je vais reprendre la main et vous parler finalement de ce qui va être réellement spécifique à Gravelines. Vous l'avez compris, il y a 2 phases. Une phase qu'on appelle les travaux préparatoires, donc qui est conditionnée par l'autorisation environnementale, hein, dont on a déjà parlé dans la session environnement à Saint-Folquin, qui d'ailleurs fera l'objet d'une première enquête publique.
Donc l'objectif que vise EDF, c'est d'obtenir cette autorisation à l'automne 2026 si à l'issue du débat, on décide de poursuivre le projet et qu'on sollicite cette autorisation. Mais en fait, ces travaux préparatoires, oui, ils concernent quatre grands types d'activités que je vais vous détailler, et ils sont préalables à la construction proprement dite, qui est cette fois qui est plus standard, parce que vous savez que je dirais le leitmotiv EPR2, c'est la standardisation, le programme, la réplication. Et finalement, ce qu'il y aura dans les travaux de construction sera quelque chose de très standard, le plus proche possible de ce qui va se passer à Panly ou après ailleurs. Donc finalement, ce qui est préparatoire, c'est vraiment lié plutôt à l'environnement de Gravelines. Et donc on y va pour le premier, les aménagements préalables, calendairement. Bah, en fait, c'est quelque part, c'est les travaux préparatoires des travaux préparatoires. C'est-à-dire que, par exemple, vous le savez, vous voyez, la zone bleue, c'est la zone où seront construits les EPR2, qui est la zone actuellement occupée par Total. Et puis la bleu foncé, c'est la butte, la fameuse butte artificielle qui protégeait la centrale actuelle de l'explosion des réservoirs de fuel de Total. Et la zone orange, c'est où seront installées les entreprises. Mais tout ça sera un continuum de chantier. Et comme il y a une route qui traverse, bah, il va falloir détourner cette route-là. Vous savez qu'il y a l'entreprise OVH qui est au milieu de la future zone chantier. Il faudra lui faire un accès pour citer ça. Donc voilà le type d'aménagement préalable qui seront les premiers travaux qui commenceraient si on avait l'autorisation. Donc ça, c'est un peu la préparation de la préparation. Ensuite, le cœur de tout ça, c'est ce qu'on appelle les terrassements, c'est pour constituer la plateforme. Donc la fameuse plateforme à 11 mètres NGF au-dessus du niveau de la mer, dont on a beaucoup parlé par rapport au risque inondation. Donc il y a bah, la butte dont j'ai parlé, la butte artificielle qui séparait la centrale actuelle des cuves de Total. Elle culmine à peu près à 25 mètres, elle va être aplanie. Ça va servir en partie à constituer la plateforme. Et puis les terrains aussi vont être aplanis. Donc ça fait partie des terrassements. Donc c'est avec des gros engins de chantier. Et puis en fait, très vite, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on escave une partie des sols parce que les bâtiments, les différents bâtiments, notamment l'îlot nucléaire, en général, ils ont quasiment trois niveaux sous le niveau, on va dire, de plein play du sol. Donc on escave jusque ce qui fera la fondation des bâtiments. Donc ça va faire des grands volumes à excaver et en gros ils vont être mis plutôt à droite, plutôt côté port. Là vous voyez une espèce de pyramide. En fait c'est juste une symbolique, mais ça sera plutôt les résultats des excavations des sables qui seront là. Et puis une fois qu'on aura excavé, qu'on sera placé là où il y aura les futures fondations, c'est là où on va commencer par renforcer les sols. Et ça va être vraiment la spécificité de Gravelines. Pourquoi? Parce que bah, là, on vous a retrouvé une photo de avant la centrale actuelle. C'était en 1974, c'était à l'époque où il y avait déjà les cuves de fuel et était projetée une centrale au fuel. C'était avant bah, justement la crise pétrolière. Et bah, vous voyez bien que c'était, vous voyez l'environnement totalement sableux de la zone. Alors là, vous avez une coupe un peu géologique qui vous l'explique. Et en fait, les sols durs, ils arrivent à partir de moins 70 mètres à peu près de profondeur. C'est les argiles des Flandres. Et donc, en fait, il faut que quelque part, il faut soit durcir le sable, soit carrément s'appuyer sur les argiles. Et c'est ça les renforcements de sol. Donc, si on va dans le détail, pourquoi il faut faire ça? Bah, il faut le faire pour deux raisons. Les caractéristiques des sous-sols dont j'ai parlé, et puis surtout parce que bah, des réacteurs EPR2, c'est à peu près deux fois plus lourd que les réacteurs actuels de 900 mégawatts de la centrale de Gravelines. Alors, je parle bien des réacteurs ou ce qu'on appelle l'îlot nucléaire ou la croix. En fait, c'est ce qu'on appelle la croix, c'est le bâtiment réacteur qui est le bâtiment rond central et les quatre bâtiments qui sont autour, c'est ça qu'on appelle la croix. Donc, c'est ça qui est le plus massif parce que, il y a les protections avions en béton. Donc, tout ça est très lourd. Et puis, vous savez que c'est un réacteur plus puissant. Donc, il est à peu près 1,5 fois en taille plus grand que les réacteurs actuels de Gravelines. En bleu, c'est des bâtiments plus légers, bah, comme la salle des machines, mais c'est quand même des bâtiments conséquents. Et donc, en fonction des poids des bâtiments, les types de renforcement, justement, seront différents. Et en fait, alors là, on s'est entouré EDF
des différents spécialistes, je dirais, de ces ingénieries particulières hein, de sol, qui ont fait différentes réalisations dans le monde et en France, y compris pour EDF, pour différents bâtiments, notamment les diesels d'ultime secours qui ont été construits après Fukushima. Et donc ça a conduit à un ensemble de solutions en fonction des types de bâtiments et de ce qu'on veut faire. Donc là, je ne vais pas rentrer tout à fait dans le détail, mais il y a des solutions qui consistent plutôt à durcir le sol, c'est-à-dire qu'on substitue le sable par un mélange de sable et en gros de ciment qui fait un sol beaucoup plus dur sur lequel on peut appuyer. Ça, c'est pour les bâtiments moyennement lourds, les bleus. Et par contre, les lourds qui nécessitent de la stabilité, et vous voyez bien, notamment pour éviter que les tassements, ce qu'on appelle les tassements différentiels ou les enfoncements, là, on ira mettre des inclusions rigides, des barrettes qui iront s'appuyer sur les argiles. Voilà, voilà, donc c'est ça qui fait les caractéristiques de Gravelines, des travaux préparatoires et qui vont faire des travaux conséquents. Et là, je vous propose à nouveau, par une petite vidéo très rapide, de mieux comprendre ce que je viens de vous expliquer sur cette phase-là. J'espère. Voilà, donc vous voyez, là on est au moment où on aura escavé, on sera mis à ce qui correspondront aux futures fondations. Et donc là, vous voyez en quoi ça consisterait, ça vous donne une idée, une représentation un peu des volumes et des types d'engins qui feraient ça. Donc, bah il y aura, vous voyez, pour les inclusions, eh ben, vous descendez des armatures d'acier et vous coulez du béton dedans. Et c'est ça, en fait, qui font les inclusions rigides sur lesquelles on peut s'appuyer. Euh, donc, alors, il suffit pas d'en faire une, c'est une multitude, justement, on appelle ça des barrettes, mais vous voyez, vous aviez avant une idée de la taille. Donc ça, c'est pour les bâtiments les plus lourds. Et puis là, vous avez ce qu'on appelle le sol mixing, ce que je vous ai, on substitue le sable à un mélange sable plus ciment, en gros, pour simplifier, pour en faire quelque chose de plus dur. Et en fait, ça se met à l'intérieur de casiers. C'est-à-dire qu'on fait des espèces de casiers et on met ce mélange à l'intérieur. Et c'est ça qui sera fait. Donc voilà, vous reconnaissez ce que vous avez vu à l'écran, mais en voyant ça, vous voyez une idée de coupe des profondeurs ça vous donne une idée quand même de ce chantier de travaux préparatoires conséquents qui s'annonce. Tout ça pour arriver à la plateforme voilà, des fameux 11 mètres. Donc voilà ce qui nous attend. Au passage, là, vous voyez des tuyauteries enterrées qui seront aussi dans ces phases-là. C'est le fameux refroidissement de la salle des machines qui partira vers le rejet. Donc ça fait la transition vers la suite. Voilà, donc c'était rapide. Et du Je coup, vais je devoir vous finis. inviter à conclure, Monsieur Eh Ménager. ben, très bien. Dernier point des travaux préparatoires, c'est les ouvrages nécessaires au refroidissement. Il y a un canal d'amener à creuser que vous voyez souvent en photo. Il y aura un canal de rejet, mais en fait qui sera en souterrain à partir des tuyauteries qu'on a vues là sur la petite animation juste avant et qui iront se raccorder, si on voit l'image, dans le canal de rejet actuel du CNPE, dans le virage. Si on voit sur la planche suivante. Je maîtrise pas toujours l'arrivée des planches suivantes. Non, elle n'est pas arrivée. Elle est là, ça y est. Et voilà, c'est pour vous dire, vous voyez, dans le virage à droite, point de rejet en bleu, faut imaginer qu'en souterrain, on ressort là. Voilà, donc ça, c'est les travaux préparatoires. Et donc, comme mon temps est écoulé, bah, je vous dirai pas ce qui se passe après, puisque mon temps est écoulé. Donc, c'est dommage, parce que, en fait, quand on a fait ça, on n'a encore rien fait pour la construction de la centrale nucléaire. Mais par contre, ce qu'on fera après, c'est ce qui va se passer à Panly. Mais si vous avez des questions, on pourra vous l'expliquer tout à l'heure. Merci beaucoup à mes deux intervenants, Monsieur Maillard et Monsieur Ménager, pour vos présentations respectives, effectivement, qui nous permettent de bien et mieux comprendre les phases préparatoires au chantier. Je vais inviter les personnes qui souhaitent prendre la parole à cliquer sur l'icône lever la main qui se situe en bas de votre écran et à poser des questions en vous manifestant via cette petite icône. Une question. Quelqu'un se lance. On a une intervention de Monsieur Damien Renaud.
Monsieur Renaud, on vous entend. On va vous demander de vous présenter, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Je vais mettre la vidéo si c'est possible, je sais pas. Je vois pas le d'icône. Il y a pas d'icône de vidéo. Ah, ok, d'accord, très bien. Donc moi j'habite en Loire-Atlantique, donc en aval de 14 réacteurs nucléaires, dont Chinon, où Monsieur Ménager a exercé, et où d'ailleurs il a permis que les registres d'hydrogène qui transmet à l'ASN ne puissent plus rendre compte du respect des prescriptions de l'ASN. Voilà. Je salue le fait aussi que il a dirigé le chantier de l'EPR et que EDF l'utilise encore aujourd'hui. Et que quand il a dirigé ce chantier EPR, il y a quand même eu 2 morts en janvier et en juin 2011. Voilà, ça c'est pour commencer. Je suis assez étonné comment dire, du sujet de ce soir. Je pensais que c'était le retour d'expérience. Je voyais sur. On va venir dans une seconde partie. On vous invite peut-être, monsieur, à formuler votre question pour laisser le Ouais, temps. d'accord. Donc en fait, je suis vraiment étonné que euh, qu'on aille tout de suite sur les histoires de travaux, de machines, de sable et de béton, alors qu'en fait, je pensais qu'il y avait le retour d'expérience de Flamanville, d'Hinkley Point et puis de Penly. C'est bizarre d'ailleurs de parler d'un retour d'expérience de Penly, donc un réacteur qui est pas plus autorisé que celui de Gravelines en fait. Voilà. Donc, parce que le retour d'expérience qu'on peut faire sur Flamanville, bah, c'est quand même qu'il y a une cuve de réacteur qui est défectueuse. Le retour d'expérience d'Hinkley Point, c'est quand même que ce seront les réacteurs les plus chers. Voilà. Bah, Penly, je vous l'ai dit, il n'y a aucun retour d'expérience. On pourrait faire le retour d'expérience aussi de là où on est Sizewell C, toujours avec EDF, où visiblement les coûts avant la décision définitive qui devait s'élever à 1,5 milliard de livres s'élèvent à près de 9 milliards. Et il y a des ONG qui sont en train de demander des comptes au National Audit Office, l'équivalent de la Cour des comptes, pour savoir pourquoi il y a un dérapage de, je crois, 1900% finalement, avant même que ce projet ait été lancé. Voilà. Pour finir, je voudrais dire que Formulez peut-être votre question, pour monsieur. finir, je voudrais dire que depuis l'aveu par EDF que le coût de son programme des 6 EPR2 est passé de 51,7 à 67,4 milliards, on sait désormais, si on reprend l'étude de l'ADEME, son scénario S3, qui a 2 variantes, on sait désormais que la variante sans nouveau nucléaire est moins chère que la variante avec 6 EPR2. Voilà, donc ça, merci de le prendre en compte et ça devrait faire en sorte qu'on n'ait pas d'EPR2 en France définitivement. Merci pour votre intervention. On va demander à Monsieur Martin de répondre peut-être dans un premier temps, et puis ensuite on laissera Messieurs Ménager et Maillard prendre l'autre partie de la question, sachant effectivement que la seconde partie, comme je l'ai annoncé dans l'introduction, revient sur le retour d'expérience de Flamanville, Penly et Hinkley Point. Donc ça va être quelque chose qui va être expliqué vraiment un peu plus tard. Donc je laisserai aussi Monsieur Ménager et Maillard répondre à ce moment-là sur ces questions, sur ces points-là. Monsieur Martin. Oui, oui, monsieur, merci de votre intervention et soyez assuré que chacun de vos propos sera bien enregistré et pris en considération lors de notre compte-rendu, hein. Donc effectivement, on a souhaité relier ce projet de Gravelines avec les démarches déjà avancées à différents stades à Flamanville et à Penly. Et il y a des dispositions qui se préparent sur Penly qui peuvent intéresser les gens qui souhaitent connaître la suite de l'éventuel projet de Gravelines. Voilà, je laisse peut-être répondre EDF pour les autres facettes de votre intervention. Et puis je souhaiterais qu'on puisse entendre d'autres personnes pour multiplier les participants à ce débat. Non, moi, j'ai pas entendu de question de la part de Monsieur Renaud qui aurait pu se présenter comme administrateur du réseau sortir du nucléaire. Je pense que ça aurait été quand même plus honnête. Et c'était que des allégations qui étaient absolument pas argumentées. Donc, le débat public, c'est de l'argumentation. Donc, comme il n'y a pas d'argumentation, je ne réponds pas. Alors, on va prendre une question suivante, Monsieur Maillard, si vous n'avez pas de points à ajouter, de Madame de Véronique, qui est donc présente ce soir. Véronique, on vous invite à vous présenter. Bonsoir, Madame. On ne vous entend pas. Vous avez peut-être un problème avec votre micro. Votre micro n'est pas activé. Ah, voilà.
Pas vu l'icône en bas. Je demande de s'allumer. Oui, alors moi je suis membre du mouvement associatif girondin. Et nous ici, c'est la centrale de Blaye qui a connu un début de scénario au Fukushima en 99. Or, nous avons de plus en plus de tempêtes avec le dérèglement climatique. Donc, il est question aussi de faire des EPR à cet endroit. Donc, on est quand même plutôt hostile et inquiet. Mais ma question, c'était de savoir en fait la suite, parce que tout à l'heure, vous avez été interrompu, Monsieur Ménager, vous avez dit, ah, mais on parle pas de la suite. Mais si, parce que vous aviez pas le temps, etc. Moi, ça m'intéresse, notamment les rejets. Je voudrais que vous nous disiez exactement ce qu'il y a dans les rejets. Voilà, la teneur des rejets dans l'eau. Je vous remercie. C'est pour votre question, Monsieur Ménager. Mais, et la suite aussi de ce que vous vouliez dire hein, tout à Ah l'heure. non, mais Moi, ça m'intéresse. Voilà. il n'y a pas de difficulté. Non, non, mais moi, je suis respectueux des règles que fixe la commission et comme mon temps a été écoulé, je suis pas allé plus loin. Mais moi, si elle me redonne du temps, il n'y a aucun Redonnez, problème pour redonnez un peu de expliquer. temps Non, pour... mais donc je vais sur votre question sur les rejets, madame. Donc déjà, toutes les séances du débat, vous pouvez les revisionner puisqu'il y a une séance thématique, mais ça aussi, la commission aurait pu le dire à ma place. Il y a eu une session dédiée sur l'environnement. On a présenté ces sessions. Vous savez que le dossier du maître d'ouvrage, il contient plein d'informations sur le projet et évidemment tous les effets du projet sur l'environnement. Donc, vous dire en deux mots que les réacteurs EPR2, c'est des réacteurs à eau pressurisée qui sont finalement sur les mêmes process où la sûreté a été renforcée dès la conception, mais en fait, on est sur des réacteurs à eau pressurisée. Donc, ça veut dire que les différentes substances qui sont rejetées dans l'environnement sont de même nature que sur les réacteurs que vous connaissez, par exemple à Blayais ou l'ensemble des réacteurs à eau pressurisée du parc nucléaire français. Donc ça sera les mêmes types de matières. Donc il y a déjà, il y a, avant de parler des rejets radioactifs, il y a les effets, on a beaucoup parlé thermiques déjà eau chaude, donc les effets thermiques, il y a les effets chimiques, et puis après dans le radioactif, il y a le liquide, il y a le gazeux, et dans le radioactif, on ne va pas énumérer toutes les espèces, mais vous savez, il y a le tritium qui est en gros proportionnel à la puissance en fonctionnement des réacteurs, et puis il y a différentes substances. Tout ça est dans les études d'impact. Tout ça est évalué, tout ça fait ensuite, ces études d'impact donnent lieu à des limites qui sont fixées par les arrêtés de rejet. Dans les autorisations qui sont accordées, ces limites, justement, elles garantissent l'absence d'effet sur l'environnement et l'homme, et ces autorisations, elles sont accordées par les administrations au sens large. C'est pas EDF qui s'octroie ces autorisations à l'issue de tout ce process, et ensuite on les respecte et on a à cœur de les respecter et en toute transparence en exploitation. Donc voilà, les EPR2, ça sera comme pour le parc actuel français, même si vous ne l'aimez pas, en tout cas, ça sera de la même façon. Et nous, on le fera toujours avec sérieux et en toute transparence. Merci, Monsieur Ménager. On a une dernière question sur cette partie de Anita Villers. Anita, on vous donne la parole. On vous invite à vous présenter. Vous devez juste activer votre micro en bas. Je ne le trouve pas, je ne sais pas si vous m'entendez. Ah oui, je le vois. Oui, Très bien. voilà. Bon, alors donc déjà le conditionnel, si le projet se fait, on sait très bien, pour avoir assisté à beaucoup de débats, qu'en principe, le projet est lancé, tout est prêt pour lancer le projet. Mais je voudrais Attention, tranche 3, simplement, démarrage 3 ASG 001 PO et 002 PO tableau. c'est pas moi qui parle là, j'ai été coupée? Non, je ne sais pas. Vous On m'entendez? vous entend, pardon. On vous entend, Madame Villers. Oui, je sais pas, il y a eu quelqu'un d'autre? Il y a eu un Ouais, petit vous m'excusez, interrupteur. c'est que je suis sur la centrale nucléaire de Gravelines et on ne peut pas empêcher certaines annonces Ah bon, au d'accord. micro sur la centrale nucléaire pendant ce temps-là. Donc, Oui, je excusez-nous. me suis demandé. Bon, donc, Excusez-nous. pour moi, le conditionnel, évidemment, le projet est prévu, etc. Mais par rapport à ce que vous avez dit, c'est le chantier, les travaux préparatoires. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'ouvriers qui vont être concernés par cet énorme chantier? La durée, vous avez dit à peu près 3 4 ans, si j'ai bien compris. Et le coût, parce que c'est énorme l'investissement. Et la fiabilité de ce socle par rapport aux évolutions climatiques. Voilà.
Monsieur Oui, Ménager. bien sûr. Donc, ouais, excusez-moi hein, pour le son encore une fois tout à l'heure. Donc, euh, oui, donc ce que j'ai eu le temps de présenter tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle les travaux préparatoires, où quelque part on n'engage pas encore la future sûreté nucléaire, c'est juste préparer, on va dire préparer le terrain, si je simplifie. Et ça, c'est l'autorisation environnementale. Pour cette phase-là, c'est ça qui serait de l'ordre de 4 à 5 ans de travaux. Le point culminant pourrait être à 2000 personnes quand on sera au maximum de cette phase-là. Voilà. Voilà. Après, la phase que j'ai pas eu le temps de présenter, c'est là conditionnée par l'autorisation de création, le fameux DAC. Là, ça permettrait ce qu'on appelle le premier béton nucléaire et de tamer la construction des bâtiments qui engageront la future sûreté nucléaire. Et là, on arriverait, ça serait en 2031. Et là, on aurait progressivement un chantier qui continuerait à monter en effectif pour atteindre jusqu'à 8000 personnes au moins, un pic qui serait autour de 2033 avant de redécroître. Donc ça, bon, c'est pareil, c'est des choses qu'on a pu détailler dans des sessions qui étaient dédiées à l'emploi et la formation, en expliquant un peu la chronique des métiers, mais qui est liée aux travaux que j'ai pas eu le temps de décrire. Dans la construction, il y aura d'abord le génie civil pour construire les bâtiments, puis ensuite il y a tout ce qui se passera à l'intérieur pour rentrer les équipements, les raccorder, travaux mécaniques, électriques. Et donc c'est ça qui fera le gros des troupes qui ferait, je maintiens quand même le conditionnel. Et donc, donc tout ça, ça coûte de l'argent, bien sûr. Donc contrairement à ce qui était dit tout à l'heure, aujourd'hui, EDF n'a pas communiqué sur un nouveau chiffre du programme, parce qu'en fait, on n'isole pas chaque site. On est bien sur un programme de 6 réacteurs sur 3 sites. Et donc, il y avait une estimation à 51,7 milliards. C'est tout compris, c'est ingénierie, études, équipements, travaux sur site, etc. Par contre, on a dit qu'on travaillait à réévaluer et donc aujourd'hui, ce travail de réévaluation n'est pas terminé. Aujourd'hui, moi, je vous confirme pas le 67.4. La presse en a fait état à un moment, mais c'est pas cette évaluation, elle n'est pas terminée. Elle sera mise à disposition du public quand elle sera terminée, comme ça avait été fait par celle initiale. Voilà. Merci à vous tous pour vos questions et merci à nos intervenants pour leurs réponses et le temps qu'ils nous ont accordé sur cette partie. Nous allons maintenant passer à la séquence numéro 2 qui s'appelle le retour d'expérience de Flamanville, Penly et Hinkley Point. On va commencer avec Hinkley Point et du coup, on va vous demander, Monsieur Ménager, de rester avec nous pour intervenir sur cette question. Pouvez-vous nous présenter le projet d'Hinkley Point, notamment les grandes étapes du chantier en 2024? Oui. Donc déjà, je tiens à excuser à la fois nos collègues anglais et devait intervenir Monsieur Laurent Rébert qui a eu un problème de personnel de dernière minute. J'en parle parce que il y a une réorganisation au DDF pour les activités nucléaires il y a un an qui est aussi détaillée dans le dossier maître d'ouvrage. Il y a une direction spécifique qui a été créée des projets de la construction, qui a en charge la mise en œuvre des projets et aussi de capitaliser sur les compétences des métiers de la construction justement et des essais entre les projets pour vraiment s'améliorer justement parce que c'est vrai que Flamanville a été difficile, on a fait des sessions là-dessus. Même si tout à l'heure le ton était un peu agressif, c'est vrai que c'était un projet difficile et qu'on a eu beaucoup de déconvenus, mais on a aussi beaucoup réappris. Et justement, l'objet, c'est de capitaliser. Et Monsieur Laurent Rébert, qui pouvait pas être avec nous, il a en charge de capitaliser et de développer les compétences et de les enrichir de projet en projet. Donc, et ça inclut une Clépog dans son scope. Donc, malheureusement, il pouvait pas être avec nous. Donc, c'est moi qui me charge de présenter ça. Mais c'est ça que je voulais dire en introduction, parce qu'évidemment, la capitalisation et enrichir ce qu'on apprend des projets les uns sur les autres, y compris quand ils ont été difficiles, ça permet d'apprendre des choses pour la suite. C'est ça le cœur du sujet. Donc, Hinkley Point est en cours. Et c'est vrai qu'à travers donc vous resituez que bah là on est en Grande-Bretagne, là on parle d'Hinkley Point C, parce qu'en fait ce site avait déjà aussi deux réacteurs en exploitation Hinkley Point B qui sont désormais arrêtés depuis 2 ans, et il y avait même eu un Hinkley Point A au tout début. Voilà. Et puis on parlera de Saxo LC à la fin, qui a été cité d'ailleurs par le premier intervenant. Alors là aussi, on lance un film qui est fait par nos collègues anglais, même s'ils ne pouvaient pas être là. À la fois, on voit l'année 2024. D'ailleurs, ça permet de voir la construction que j'ai pas pu expliquer, mais qui va ressembler beaucoup à ce qui pourra se passer sur les EPR2 de Gravelines s'ils se font. Donc on lance le film sans attendre. Et ensuite, ça permet de tirer quelques enseignements de ce qui s'est passé à Flamanville sur Hinkley Point
et qui va nous servir à nous. Donc on y va. Donc en fait, il y a un sous-titrage parce que il y avait une voix en anglais, mais qu'on vous dispense. Et donc je vous invite à lire le sous-titrage que je peux commenter quand même en même temps. Donc en fait, là, vous êtes du point de vue d'une intervenante et c'est aussi intéressant parce qu'avant d'arriver sur le chantier, vous la voyez se rendre sur le site, parce qu'on a beaucoup parlé des sujets de mobilité à Gravelines, et vous voyez, elle prend des bus sur des parkings relais qui l'amènent directement sur le chantier, comme l'ensemble des travailleurs. Ça vous permet d'ailleurs de voir l'environnement autour du chantier, donc une zone très campagnarde, le Somerset. Voilà. Et je vous laisse maintenant dans le chantier. Peut-être ça me permet de commenter ce que j'ai pas pu expliquer dans les phases qui pourraient se passer des montages tout à l'heure. C'est que, vous voyez, une fois que les bâtiments sont construits, on a vu la pose du dôme, ça ferme le dernier grand bâtiment qui est le bâtiment réacteur et ça permet d'engager ce qu'on appelle les montages électromécaniques, à la fois d'amener les gros équipements à l'intérieur des bâtiments. Et vous voyez, donc là, vous voyez des tas d'exemples. Vous avez vu un alternateur en train d'arriver. Là, vous êtes dans la salle des machines. Hinkley Point. Et en fait, il s'agit d'assembler et d'installer tous ces équipements. Donc, ça soit d'un point de vue mécanique, donc il y a les tuyauteries. Pour les EPR2, il y a l'équivalent de 300 km de tuyaux pour relier tous ces équipements. Il y aura évidemment à câbler tout ça et à relier tout ça électriquement et à son contrôle commande. C'est plus de 500 armoires, c'est 1500 à 2000 km de câbles. Donc voilà, donc bon, ça, c'est ce qui nous attend. Alors là, ce qui est intéressant dans le film aussi, vous voyez, c'est qu'à Hinkley Point, il y a bien deux réacteurs en construction, décalés de 12 à 18 mois entre eux. Et on y reviendra tout à l'heure, mais on voit tout l'intérêt aussi pour les équipes sur le même site, puisque même si elles peuvent avoir des fois des difficultés de démarrage, on va dire, ensuite elles capitalisent tout ça sur la deuxième unité du même site. Voilà, vous avez aussi une idée. Actuellement, le site, il est à 12 000 personnes. Donc, vous voyez, moi, je parlais de au moins 8 000 pour Gravelines. Donc, ça vous donne une idée des personnels en place. Et là, ça terminait l'année 2024 par un des composants emblématiques et importants de l'îlot nucléaire, puisque c'est la cuve du réacteur qui avait été installée. Donc, ça vous donne aussi une dimension. Voilà ce que c'est qu'une cuve. Voilà comment elle est installée dans un bâtiment réacteur et tout ça, ça vous symbolise bien les phases de construction et puis la transition, on va dire, entre la phase de génie civil et puis la phase de montage mécanique. Voilà, donc c'était une belle étape pour Hinkley Point. Voilà, donc je pense que pour du public qui a du mal à se rendre compte qu'est-ce que c'est qu'un chantier de centrale nucléaire, cette séquence vidéo de Hinkley Point tombe bien parce que tout à l'heure, je vous parlais du pic à 8000 personnes en 2032-2033 si le projet de Gravine se fait. Là, c'est la phase actuelle justement d'Hinkley Point C actuellement. Donc ça vous donne une idée voilà, si le projet se fait, quand il sera à son maximum, à quoi ça pourrait ressembler. Ça sera assez proche, même si les EPR2, on a aussi des séances pour expliquer en quoi il y avait des différences et des optimisations et des améliorations entre EPR et EPR2. Mais par contre, il y a quand même des bénéfices. Donc, je termine là-dessus, c'est que les enjeux, on a expliqué et ça joue d'ailleurs sur le coût. On a intérêt, finalement, ce qui fait le coût, c'est surtout la durée. Donc, plus ça dure longtemps, plus ça coûte cher. On a déjà eu l'occasion de l'expliquer et de le dire. Donc, il faut trouver des méthodes pour optimiser la construction. Et une des clés, c'est notamment la préfabrication. Donc, l'image de gauche, elle est intéressante. Là, on est sur Flamanville 3, sur l'image de gauche.
Donc c'est toute la partie métallique qu'on appelle le liner intérieur de l'enceinte de confinement qui procure l'étanchéité au bâtiment réacteur. Donc c'est fait par des tôles métalliques. Et vous voyez, à l'époque de Flamanville, c'était des tôles, il y en avait 12 pour faire une circonférence et qui étaient soudées entre elles et puis qui faisaient 3 mètres à peu près de hauteur. Et puis une fois qu'on avait fini une couronne, ben, on les soudait entre elles et puis ensuite on venait bétonner une levée d'enceinte derrière. À partir d'Hinkley Point, vous voyez, mais grâce à de levage lourd, toutes ces couronnes, elles sont préassemblées dans des ateliers qui sont sur le site. Vous voyez, d'ailleurs, sur une hauteur plus conséquente, et c'est directement la galette qui est posée. Et donc, vous voyez, bah, vous gagnez tout ce temps de soudage sur site, en plus qui était des soudages en extérieur, sur des passerelles, dans des conditions difficiles. Donc, voilà une façon de faire plus efficace, d'ailleurs en meilleure qualité, parce que vous soudez dans des ateliers, c'est quand même plus simple que dans un bâtiment réacteur en hauteur tel que c'était. Donc, voilà un exemple concret du Rex de Flamanville 3 sur HPC qui nous servira. J'ai isolé aussi une séquence du film. Vous voyez, il y a aussi des armatures de ferraillage qui sont préassemblées et qui sont ensuite levées grâce au levage lourd. Là, on estime par exemple, ça réduit de 75% la même opération préfabriquée comme ça par un levage d'une structure préassemblée, ça réduit le temps de construction de 75%. Donc ça, c'est un exemple très concret qu'on n'avait pas pu mettre en œuvre sur Flamanville 3 et que justement nos collègues anglais ont fait. Même chose sur des éléments de piscine, vous voyez, qui sont préassemblés et qui sont mises. Et surtout, ce qu'ils expliquent aussi dans le film, c'était dans les commentaires, vous n'avez pas vu, mais c'est que sur les phases comparables, ils expliquent qu'ils sont à peu près 20 à 30% plus rapides parce que c'est les mêmes équipes qui font ça sur l'unité 2 par rapport à l'unité 1. Donc on voit aussi que l'effet de série, bah, on voit que quand c'est les mêmes équipes qui ont déjà fait, qu'elles s'améliorent et qu'on optimise tout ça, bah, on est plus rapide et Hinkley Point le démontre déjà. Et puis, bah, c'est ce qu'elle dit à la fin, l'intervenante. Elle dit, bah, moi, quand j'aurai fini, ce que j'aimerais bien, c'est j'ai acquis des compétences, j'ai envie de continuer à progresser. Et finalement, j'ai envie de continuer. Et finalement, les Anglais, donc moi, je rentre pas dans le début de polémique qui était installé là sur Sizewell C, mais en tout cas, ils sont dans une logique de réplication. Et finalement, de dire bah, l'effort de réapprentissage que eux-mêmes ils ont de leur tissu industriel sur Hinkley Point. Ils veulent le capitaliser pour Sizewell et donc c'est pour ça qu'il y a une réplication toujours par la standardisation, tout comme on lance un programme en France, ils sont dans la même logique de standardisation, de réplication, passer de HPC à Sizewell C, qui est un autre endroit de Grande-Bretagne. Voilà des éléments clés. Donc, vous voyez, tout ça, ça se nourrit, les projets se nourrissent les uns des autres pour s'améliorer en continu. Et il y a une direction EDF, et Monsieur Laurent Reber pouvait pas être avec nous, qui a vraiment en charge de capitaliser ça, de faire ça, et de mettre à disposition sur les sites, justement, ces ressources compétentes qui se sont enrichies des projets les uns des autres. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation du chantier d'Hinkley Point, Monsieur Ménager. Nous allons maintenant nous tourner sur l'explication sur la dimension sociale du chantier de Flamanville. Et pour ce faire, nous allons accueillir Monsieur Samir Berry. Vous êtes référent régional CFDT sur le projet de Panly et vous allez nous présenter les problèmes sociaux rencontrés à Flamanville et les mesures sociales mises en place pour le chantier de Panly. Monsieur Berry, je vous donne la parole. Oui, bon, vous me voyez là, vous m'entendez? Bonjour à tous. Donc, je n'ai pas de présentation à PowerPoint. Désolé, parce que j'ai récupéré l'intervention un peu à la place de Monsieur Jean-Luc Michel qui était sur le projet. Oui, alors pour parler de Flamanville, ça a mis du temps à démarrer sur tout ce qui est partie sociale. Mais ça s'est quand même fini avec une charte sociale qui a été suivie. Il y a eu des choses qu'on a mis en place. Donc, je ne vais pas m'étendre sur Flamanville puisque c'est du passé, qu'on est plutôt sur le présent avec la charte sociale qui est mise en place sur Panly, avec les engagements et le suivi par les élus locaux, des différentes organisations syndicales, la région et EDF. Qui ont mis en place cette charte qui va être signée, Monsieur Ménager, je pense que c'est la semaine prochaine ou dans 10 jours. Donc, ça s'est plutôt très bien passé. Il y a une très bonne qualité de dialogue social, en tout cas sur le démarrage, hein, avec des points importants. Monsieur Ménager le disait, capitaliser sur les compétences, la formation, l'apprentissage. Voilà. Donc, cette charte sociale, elle est vraiment importante, puisque
pour nous, il y a 3 phases. La préparation, comme le disait M. Ménager. Donc, on a utilisé cette phase de préparation pour construire cette charte en utilisant ce qui s'est passé sur Flamanville afin de ne pas répéter les erreurs des uns et des autres. Hein. Tout le monde y a sa part. Donc, aujourd'hui, on repart sur de nouvelles dispositions avec des points particuliers. On disait c'est quasiment 12 000 personnes qui vont être là au pic. Donc, forcément, ça modifie, ça a un impact sur la région en termes d'hébergement, de réception de personnes, d'accès, donc de parking. Donc, ça, c'est vraiment des sujets qui ont été échangés. La formation avec la création d'écoles, que ce soit pour EDF, pour ses futurs recrutements, ou pour que ce soit pour les entreprises du bâtiment autour de Dieppe, sur des centres d'apprentissage. Hein. Donc, ça, c'est vraiment des sujets qui ont été abordés avec l'apprentissage, l'alternance et aussi le déplacement d'équipes un peu partout en France, puisque les compétences, il faut aller les chercher. Donc, un vrai sujet d'inquiétude, enfin de vigilance sur l'hébergement. Voilà, et aussi un axe sur promouvoir la mixité, sur une attention particulière aussi sur la mixité et tout ce que ça engendre sur les bases vies, sur les bureaux, sur l'hébergement également. Après, il y a la phase chantier. Donc ça va être plutôt une phase de suivi avec l'instance qui sera mise en place avec la gouvernance de la charte sociale, avec tout un élément de prévention, sécurité de chantier. Là, on va travailler avec les instances, les élus qui sont déjà dans les entreprises qui vont intervenir et avec EDF et la région sur l'application de la formation à la sécurité. Alors, ça va être un vrai sujet sur vraiment s'assurer que les salariés qui rentreront sur le chantier auront été formés à la sécurité de chantier, au port des protections. Vous avez vu sur la vidéo précédente qui est très, très, très intéressante. Hein, c'est un nombre innombrable de grues, d'engins, de personnes, des fois de différentes nationalités. Donc, c'est une vraie ville, hein, 8 à 12 000 salariés sur un même chantier, même s'il est étendu. Moi, pour avoir visité des gros chantiers, le village olympique et tout ça, on ne se rend pas compte quand on est extérieur à tout ça. Il y a la mise en place d'un suivi sur les transports et l'impact que ça peut avoir, sur mise en place d'outils de covoiturage, de navettes des parkings au chantier. Voilà, il y a aussi un suivi sur l'évolution professionnelle. L'exemple de la salariée en Angleterre, c'est aussi un sujet qui nous préoccupe. C'est que c'est des sujets, par exemple, Panly, c'est une dizaine d'années. Donc aujourd'hui, un salarié qui arrive aujourd'hui en tant que grutier dans la phase de génie civil pourra peut-être évoluer sur les 10 ans à venir sur des grues un peu plus compliquées. Puisque sur le chantier de Panly, on va avoir la plus grande grue européenne électrique. Vous voyez, donc les grutiers, on les a pas sous le talon d'un cheval, hein, comme sous le sabot d'un cheval. Donc il va y avoir de la formation, de la montée en compétences des salariés, et ça c'est vraiment en tant que pour les organisations syndicales, en tout cas des éléments qu'on va suivre avec EDF et puis avec la région. Profiter de ce chantier un peu d'envergure exceptionnelle pour aussi inciter les écoles à venir voir le déroulement de ce chantier pour que ce soit aussi de revaloriser ces métiers du bâtiment en général pour que ce soit attractif pour les écoles et amener des vocations. Et après, sur la troisième phase, c'est plutôt la phase héritage. Qu'est-ce qu'on laisse après le démontage de ce chantier, le départ de 8 à 10 000 personnes après une dizaine d'années? C'est le travail qui a été fait avec la région sur la construction des hébergements qui vont héberger justement tous ces salariés, tous ces ouvriers. Qui est un héritage pour la région de Dieppe et les communes aux alentours, hein, sur la construction. Il y a des projets de construction de logements sociaux. Et ça, sur la première phase, ça servira
à accueillir les salariés qui agiront sur le chantier. Et derrière, ceux qui resteront, puisqu'il y en a, il faudra bien qu'ils restent, en tout cas, qui s'installeront dans la région. Et les autres serviront aux communes pour agrandir leur parc de logement. Et voilà. Et puis, il restera les centres de formation, évidemment. Je crois que EDF a des projets de centres de formation sur des métiers spécifiques à leur métier. Vous me direz, monsieur Ménager, si je me trompe, mais et aussi pour les entreprises du bâtiment, pour la Fédération du bâtiment et les artisans, des écoles qui permettront aussi de pallier au manque de centres de formation et puis peut-être à compléter le manque de salariés du bâtiment dans la région de la Normandie. Donc voilà, en gros, ce que j'avais à dire. Après, ce sera plus facile pour moi de répondre à des questions qui viendront du public sur les engagements sociaux, mais parce que j'étais un peu arrivé en dernière minute. Mais la semaine prochaine, il y a une réunion avec le préfet de Normandie sur les sujets. Vous voyez, donc aujourd'hui, il y a quelques salariés, il y a une quarantaine d'ouvriers qui sont sur le terrassement, qui font partie du groupe Eiffage en génie civil. Donc, on est en relation avec les élus de l'entreprise en attendant la mise en place de la charte. Et petit à petit, on accompagnera les salariés qui arriveront sur le chantier jusqu'à des questions, ça sera peut-être évoqué, mais il y a aussi des questions de salariés détachés qui viendront peut-être avec d'autres pays. Donc voilà, tout ça, c'est suivi, c'est réfléchi en commun avec EDF et la région. Voilà. Merci beaucoup, monsieur, pour votre présentation. Est-ce que j'invite les personnes qui souhaitent poser des questions à lever leurs mains et à lever votre main dans le chat? Monsieur Donald Berquez, nous vous donnons la parole. Monsieur Berquez, votre micro, s'il vous plaît. On ne vous entend pas. Voilà, vous m'entendez? On entend très bien. Je vous invite à vous Oui, présenter, monsieur. oui, bonjour, bonjour. Je m'appelle Donald Berquet, je suis de la Société française d'énergie nucléaire. Et moi, j'aimerais faire quelques commentaires sur les dérives qui sont survenues en termes de coûts, de délais, durant la construction de Flamanville 3. Ces dérives ont bien été analysées dans le rapport FOLS, notamment l'organisation interne en termes de gestion de projet, le fait que celui-ci soit démarré beaucoup trop tôt, sans que l'on se soit assuré de la maturité du design, et puis principalement aussi la perte générale de compétences et de savoir-faire. C'était vraiment les principaux facteurs de ces dérives. Alors, ce qui est intéressant aussi à noter, m'a-t-il semblé dans le rapport Foltz, c'est que la conception même des EPR, elle, n'est pas mise en cause. C'est bien ce qui a été démontré d'ailleurs par le bon fonctionnement des 3 EPR qui sont actuellement en exploitation, 2 en Chine et un en Finlande. Et puis, il faut quand même pas oublier de noter, chaque fois qu'on parle des coûts et des délais, pardon, que les conditions initiales de construction du contrat étaient tout à fait irréalisables. C'était pratiquement du délire. 3,5 milliards d'euros, des délais de 5 à 6 ans pour une tête de série conçue par 2 constructeurs français et allemands. Tous ceux qui avaient un peu d'expérience dans ce domaine, tous les ingénieurs qui étaient là, réalisaient bien l'impossibilité d'un tel défi. Il faut quand même le rappeler. Alors, je trouve que ce qui a été décidé me semble avoir bien pris en compte les résultats de cette analyse, notamment par exemple la visibilité du projet. Là, on parle d'un programme de 3 paires de réacteurs. Pour les entreprises de la filière, je crois que c'est intéressant. Ça leur permettra également de bénéficier de la synergie en termes de souplesse, l'affectation des ressources entre les projets. Et puis, la forme de relation avec les entreprises qui maintenant est plus sous une forme de partenariat, avec ainsi la capacité à faire bien du premier coup, quoi. Et puis, il y a un point très important quand même, c'est la reconstitution des compétences. Et là, il y a différents programmes qui ont été lancés, Match, etc.,
et puis les plans d'action de l'Université des métiers du nucléaire. Et puis je crois que ça a été dit, mais la replication des réacteurs, autrement dit la standardisation, doit permettre de réduire les risques. Donc un petit peu pour conclure, il me semble que le REX, des EPR en fonctionnement et en construction, les dispositions prises, là je viens d'en citer quelques-unes, Merci, monsieur. Je vais vous demander. apparaissent, oui, oui, je termine, plus que suffisantes pour limiter les risques et éviter les dérives précédentes. Voilà. Merci. Pardonnez-moi de vous couper. Est-ce que vous avez une question précise peut-être à formuler ou Non, c'était un certain nombre de commentaires qui, je crois, me semble-t-il, sont intéressants sur l'origine des dérives, des délais, coûts de Flamanville 3 et comment les mesures actuelles peuvent et doivent y remédier. Merci beaucoup. Est-ce que nos intervenants veulent réagir sur le retour d'expérience de Monsieur Berquet? Pour revenir Monsieur dans le Ménager, sillage. Oui, vous m'entendez? oui, oui. Je vais être très court, hein. Non, moi je vais plutôt revenir dans le sillage de ce que notre intervenant précédent de la CFDT a expliqué pour faire le pont avec la thématique. C'est-à-dire que, puisque ça a été dit en introduction, même si ça rappelait des choses pénibles, mais que je n'ai pas oublié, je vous rassure, que le dialogue social avait été, je dirais, mal engagé sur Flamanville 3 et il me semble qu'on avait là aussi bien réappris et bien travaillé ensemble et quelque part, parce que ça j'en ai été à l'initiative sur Panly, même si après je crois qu'Olivier Durand, qu'on a déjà vu dans d'autres sessions du débat public, il doit être connecté et c'est lui maintenant qui a pris le relais avec les fonctions RH de Panly et les grands chantiers. Mais moi il me tenait à cœur que le point de départ de Panly, ça soit le point de sortie de Flamanville en dialogue social. Et il faut que ça soit vrai dans à peu près tous les domaines. C'est-à-dire que quand je parlais capitaliser, apprendre, ok, on a peut-être fait des erreurs, on a peut-être eu des choses difficiles, mais en tout cas de tout ça, on en tire des choses. Et il ne faut pas qu'on reparte à zéro à chaque fois. Et en matière de dialogue social, après, chaque site, chaque territoire a ses originalités, chaque personne, et puis le contexte évolue, il y a des choses différentes aujourd'hui d'il y a 15 ans. Mais en tout cas, il y avait ce point de départ qui était le point de terminaison du dialogue social qu'on avait eu à Flamanville et qui me semble à la fin fonctionner bien et qui a inspiré le point de départ de Panly. Et finalement, on peut le généraliser. Voilà. Qu'on reparte jamais à zéro, mais qu'on se nourrisse des choses qui ont bien marché ou des choses moins bien, mais ça sert pour la suite. Et Hinkley Point, alors en dialogue social, là c'est un peu différent, mais sur d'autres thématiques, on pourrait parler d'Hinkley Point. J'ai parlé de préfabrication. Là, c'est très technique. Il y a des choses qu'on pouvait faire qu'on pouvait pas faire à Flamanville, que les Anglais ont fait. Et puis, il y a des choses auxquelles ils pensent, auxquelles personne n'avait encore pensé, dont se servira pour les EPR2. Et c'est ça un peu, pour être dans la thématique, l'intérêt d'un programme. Et nos anciens, en construisant 58 réacteurs, c'est exactement ça qu'ils ont fait. Voilà. Ok, merci beaucoup. Monsieur Berry, est-ce que vous avez un commentaire à ajouter? Sinon, on va prendre des questions du public. On aura quelques questions qui sont en train de se poser. Non. Ouais, prenons les questions. On va prendre une question de Véronique. Et on va inviter aussi d'autres personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion de poser des questions, de vraiment ne pas hésiter à poser toutes les questions. C'est l'occasion justement de ce webinaire. Véronique, on vous écoute. Oui, parce que vous avez parlé de Flamanville. Et oui, mais alors moi j'ai quand même une question. Je trouve quand même un peu aberrant de l'avoir démarré alors que vous devez encore changer maintenant une partie. D'ailleurs, j'aimerais que vous m'expliquiez quoi. La partie du réacteur dont le béton est fissuré. Donc j'espère qu'effectivement dans les retours d'expérience, il n'y aura plus ce problème avec la préfabrication dont vous avez parlé. Mais moi, je voudrais savoir comment vous allez faire là. Vous allez envoyer qui parce que vous savez, dans le nucléaire en Allemagne, il y a eu un journaliste turc qui se fait passer pour un Turc et qui s'est retrouvé dans l'industrie nucléaire. Puis quelques temps après, on l'a viré. Il est reparti en Turquie après avoir été irradié. Moi, je me demande si vous allez envoyer des étrangers, comme vous parliez justement du fait que c'était une ville. Enfin bon, c'est le cas dans toutes les entreprises maintenant, hein, de toute façon, hein, mais c'est des Européens. Là, je voulais savoir qui vous allez envoyer pour changer votre réacteur fissuré. Et enfin, je trouve ça aberrant de l'avoir
de l'avoir démarré avant d'avoir enlevé le. Voilà, comment vous allez faire? C'est radioactif maintenant. Il est lancé, le Flamanville. Oui, Monsieur Martin? c'est ménager. Ah, j'ai cru que vous vouliez dire quelque chose, monsieur Martin. Je voulais la fin de la question, c'est tout. D'accord. Non, mais enfin, excusez-moi, mais c'est pas vraiment des questions, c'est des successions de choses qui sont pas fondées, pas argumentées. Le béton est absolument pas fissuré à Flamanville. Il a fait l'objet de centaines d'inspections, y compris de l'autorité de sûreté nucléaire indépendante. Il a fait l'objet d'autorisations. Je veux dire, les autorisations, c'est bien. L'ASN indépendante et tout un tas de services qui les accordent. Donc ce réacteur, je pense qu'il a le niveau de sûreté le plus élevé au monde. Il est fait en toute conformité. Tout ça, c'est vérifiable. D'ailleurs, il y a eu, dans les phases que j'ai pas eu le temps d'expliquer tout à l'heure, à la mise en service, il y a une autorisation de mise en service qui elle-même d'ailleurs fait suite à une phase de consultation du public. D'ailleurs, c'était à ce moment-là que vous auriez peut-être pu vous exprimer dans ce cadre-là, parce que là, on est dans le débat des EPR2 de Gravelines. Même si je sais qu'il faut répondre à toutes les questions, il faut qu'elles soient fondées, il faut qu'elles soient argumentées, il faut qu'elles soient sérieuses. Merci beaucoup. On va prendre une question. Donc, Monsieur Damien Reynaud, vous avez de nouveau une question. On va vous demander de formuler une question, Monsieur Renaud, pardon, Renaud. Euh, voilà, plutôt que de faire un commentaire. Votre micro est coupé, Monsieur Renaud. Il faut que vous activiez. Oui, excusez-moi. Euh, Vous m'entendez? On vous entend, on vous entend. D'accord. Non, je voulais juste répondre sur le fait que, comment dire, que je suis administrateur du réseau de sortie nucléaire, c'est vrai. Mais le réseau de sortie nucléaire, en tant que tel, mais donc c'était pas à ce titre-là que j'étais là, est sorti du débat public de Panly au moment de la loi d'accélération du nucléaire, qui est une initiative, qui a été une initiative du Sénat et qui a apporté des éléments de politique énergétique au-delà de simples, comment dire, propositions techniques, ce qui était le projet des lois d'accélération. Voilà, ça c'est pour clarifier ça. Et sinon, bah, je veux bien fournir tous les liens de tout ce que j'ai pu dire. Là, je ne peux pas le faire parce que le chat, donc la discussion est désactivée sur le chat. Hmm. Voilà, mais il n'y a pas de souci. Si j'avais un truc à ajouter, c'est que euh, aujourd'hui, le problème, il est quand même côté financement. Là, on parle toujours du ciment, du sable et des machines, mais on ne sait pas comment ça va être financé tout ce truc-là. Peut-être que vous allez prendre modèle sur ce qui se passe en République tchèque. C'est bien dommage que la Commission européenne ait accepté, mais la France est dans une situation bien différente de la République tchèque. Elle est dans une situation de déficit public excessif, de dette bien plus importante que celle de la République tchèque. Dans une situation aussi où la France ne respecte pas ses objectifs d'énergie renouvelable. Voilà. Et puis d'ailleurs, EDF il contribue largement à cette piètre performance avec, je crois, ces dernières années, peut-être 8% d'électricité renouvelable, si j'en crois ce qui est écrit dans les factures pour les gens qui sont encore à EDF, quoi. Voilà, alors que EDF en 1960, c'était 56% d'énergie renouvelable avec l'hydraulique, qui avait été à juste titre bien développée avant et après la Seconde Guerre mondiale. Voilà ce que je voulais dire. Donc, on met un peu la charrue avant les bœufs en parlant de tous ces travaux. C'est quand même assez hallucinant. Si Monsieur Renaud, on a entendu votre point. Est-ce que je Donc ça, crois. c'est donc votre point de vue, hein, monsieur Renaud, et il est pris en considération, hein. Si vous avez des éléments à fournir plus concrets, mieux que le chat, nous avons le site internet sur lequel à tout moment vous pouvez poser vos questions, mettre votre argumentaire, mettre des liens pour sourcer vos informations. Euh, voilà. Et effectivement, le financement que vous évoquez, la CNDP, dans son avis du 6 septembre, a souligné également le besoin de clarification sur le financement. Cela a été, bien sûr, transmis à EDF et à l'État. Donc, question suivante peut-être? Il reste une question de Madame Villers. Madame Villers, on vous invite à prendre la parole.
Oui, vous m'entendez, donc je vois mon micro. Très bien. C'était par rapport, oui, la dame précédente a parlé de béton, c'est pas ça du tout, c'est le couvercle. Moi, la question que je voulais poser, c'est, vu le retard, pourquoi n'y a-t-il pas été possible de mettre un nouveau couvercle, sachant que le couvercle, on savait qu'il avait un défaut. Comment se fait-il que ça n'a pas pu être changé avant la montée en puissance de l'EPR, ce qui va l'obliger à devoir s'arrêter pour changer de couvercle? Voilà, c'est cette question-là que je voulais poser. Merci, madame. Notre débat porte sur le projet de Gravelines, mais effectivement, on peut faire des retours si Monsieur Ménager peut répondre sur Flamanville. Bah, franchement, là, moi, je suis quand même assez éloigné maintenant de tout ça. Ah oui. Non, mais je voudrais pas laisser la question sans réponse, mais je dirais, elle nécessite quand même d'être reconfirmée par les gens qui sont vraiment en responsabilité maintenant. Mais j'ai rappelé un réacteur, il s'arrête quoi qu'il arrive à peu près chaque année. Enfin, quand il a fait son cycle, il a usé suffisamment son combustible. Donc, de toute façon, on va pas arrêter Flamanville 3 spécialement. C'est que de toute façon, tous les réacteurs français, à peu près tous les 12 à 18 mois, ils s'arrêtent, excusez-moi, pour refaire le plein et puis surtout des tas de contrôles parce que on profite surtout de l'arrêt pour contrôler et puis vous savez faire des travaux d'amélioration, notamment à l'occasion des visites décennales. Donc de toute façon, Flamanville 3 aura ses arrêts et c'est à l'occasion du premier arrêt, on l'arrête pas spécialement, c'est on profite du premier arrêt pour remplacer son couvercle. Après, vous l'avez tous souligné, vous étiez tous impatients qu'il démarre et vous avez tous souligné avec plaisir qu'il avait démarré, donc ça, je m'en réjouis. Donc je pense qu'on avait tous à cœur qu'il démarre. L'ASN a considéré qu'il pouvait fonctionner un premier cycle et même à un moment avait dit 4 ans avec ce couvercle. Donc c'est pour ça que profitons justement de ce démarrage parce qu'on continue à apprendre plein de choses qui servira d'ailleurs pour les démarrages d'Hinkley Point et puis peut-être des EPR2 et profitons de ça et puis quand il s'arrêtera on le remplacera parce que de toute façon il y a plein d'opérations à faire. Là j'ai pas le temps de m'étaler mais au premier arrêt de la première mise en service d'un réacteur de toute façon on fait quasiment autant de contrôles qu'à l'occasion d'une visite qu'on appelle décennale des 10 ans. Voilà. Donc, de toute façon, c'est un arrêt qui est long de toute façon. Donc, il laissait le temps de toute façon de remplacer le couvercle. Merci beaucoup. Est-ce que, avant qu'on conclue cette séquence et qu'on passe à la troisième séquence, monsieur Berry, vous vouliez ajouter quelque chose par rapport aux discussions qui ont eu lieu Ah, monsieur Berry, on ne vous entend pas, votre micro. Mhm. Non, Bon. bon. Si on Bon. va pas voir Monsieur Berry, on va peut-être poursuivre dans le débat et pour intervenir plus tard. Merci beaucoup à mes deux intervenants pour cette séquence. Nous allons maintenant passer à la séquence 3 qui s'appelle l'impact du chantier sur le territoire. Et nous allons, dans un premier temps, entendre Monsieur Dominique Lepetit, coordonnateur Grand Chantier de Panly. Et Monsieur Lepetit, vous allez nous présenter la démarche Grand Chantier de Panly et quelles sont les leçons tirées de Flamanville pour le chantier de Panly. Monsieur, je vous donne la parole. Bonjour à toutes et tous, est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien, merci. Donc effectivement, je vais peut-être commencer par me présenter. Donc Dominique Lepetit, je travaille à la préfecture de région. Donc moi, je suis coordonnateur du grand chantier de Panly. Alors peut-être préciser ce que c'est que le grand chantier. C'est pas l'EPR. Le grand chantier, c'est tout ce qu'on fait autour de l'EPR pour permettre l'accueil de ce projet-là sur le territoire. C'est moi qui partage peut-être le support. Voilà. Donc, je voulais vous présenter cette démarche grand chantier. Alors, peut-être pour resituer en termes de calendrier par rapport à ce qui vous a été présenté sur Gravelines, les travaux préparatoires à Panly ont commencé depuis le 1er juillet 2024. Donc, on a un recul d'à peu près 6 mois sur la phase de construction des travaux préparatoires, sachant que la démarche grand chantier elle est déjà engagée depuis plus longtemps. Alors, le grand chantier, c'est la préparation du territoire à l'accueil de ce chantier. Une préparation qui porte à la fois sur des investissements en termes d'aménagement à réaliser sur le territoire, mais aussi préparation des salariés
en matière de recrutement, en matière de formation, on va dire, pour avoir les ressources nécessaires pour faire le chantier, surtout pour que le territoire contribue à la réalisation de ce projet d'envergure. Ce qui est important dans cette démarche grand chantier, c'est la concertation et l'association, on va dire, des collectivités à ce projet, puisque c'est ni l'État ni EDF qui décident des projets d'aménagement qui sont réalisés au profit du chantier. Là, je parle des aménagements d'infrastructures, des logements, des équipements, etc. Tout se fait avec les collectivités. Et si une collectivité n'est pas d'accord pour accueillir une base de logement pour les salariés du chantier sur son territoire, on ne fait pas le projet, mais on va le faire ailleurs sur une collectivité qui est favorable à cet accueil. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête puisque à Panly, tous les élus étaient favorables à l'extension de la centrale existante. Le seul point d'attention pour les élus, c'est de dire attention, on est d'accord pour accueillir ce projet parce que c'est une opportunité pour les territoires, mais il ne faut pas que ça vienne impacter nos habitants et que pour nous, ça soit plus compliqué à vivre sur le territoire parce qu'on va manquer de logements, parce que là, on va avoir des bouchons sur les routes, parce qu'on va manquer d'équipements. Il faut que tout soit traité dans ce cadre-là. Donc, c'est un peu ça la démarche grand chantier, c'est de dire qu'est-ce qui est bénéfique pour le chantier lui-même, pour permettre son accueil, et qu'est-ce qui est bénéfique aussi pour le territoire, pour que les gens continuent à avoir une vie normale malgré les impacts du chantier. Donc tout ça, ça s'est fait avec on va dire, dans le cadre d'une démarche spécifique, avec une gouvernance qui a été installée, des comités techniques thématiques sur la santé, sur le logement, sur les infrastructures, sur le développement économique, l'emploi, la formation, la sécurité, etc. Donc on a des échanges récurrents avec les collectivités, on fait remonter les projets, ils sont partagés mensuellement avec l'ensemble des partenaires. Et tout ça, ça conduit à une feuille de route qui a été mise en place dans le cadre de ce qu'on appelle un projet de territoire, qui a été partagé avec les partenaires. Alors, quand je parle des partenaires, c'est l'État, c'est les maîtres d'ouvrage, donc EDF, RTE, c'est la région, c'est le département, et l'ensemble des EPCI concernés, donc il y en a 7 sur le territoire, c'est les 3 villes-centres, et puis c'est la Chambre d'agriculture et la Chambre LACCI. Donc c'est vraiment les partenaires socio-économiques qui sont tous concernés, qui sont associés à cette démarche-là. Et puis, autre point important, c'est on réfléchit dès maintenant dans le cadre des aménagements à l'après-chantier. C'est-à-dire tous les projets qui sont réalisés, la question est posée avec la collectivité, qu'est-ce qu'on fera de cet aménagement après le chantier? Est-ce qu'on le conserve? Est-ce qu'on le transforme? Ou est-ce qu'on le démonte? Donc ça, c'est imaginer dès maintenant pour pouvoir anticiper l'après-chantier sur le terrain. Et puis, bien entendu, il y a un processus d'accompagnement d'un certain nombre d'équipements au bénéfice du territoire qui sont réalisés, notamment en matière de santé, puisque c'est quand même un sujet de préoccupation. On est sur un territoire, comme beaucoup de territoires en France, qu'on peut qualifier sur certains sites de désert médical. Donc, l'idée, c'est pas d'aggraver la situation, c'est de dire profitons aussi du projet de Panly pour essayer d'améliorer la situation et de répondre à la fois aux besoins des salariés qui vont venir augmenter la population et puis essayer d'améliorer la situation pour les habitants du territoire. Et tout ça, donc cette démarche grand chantier, elle a été menée en tenant compte du retour d'expérience de Flamanville à plusieurs niveaux, donc sur l'aspect logistique, puisque pour que le projet se déroule dans de bonnes conditions, il faut que ce qu'on appelle le temps métal, donc le temps de travail des salariés, ne soit pas dégradé, c'est-à-dire que les conditions d'accès au site, les conditions de circulation soient les meilleures possibles, que les salariés puissent bénéficier de logements qui soient quand même à proximité pour ne pas perdre de temps pour se rendre sur le chantier, qui bénéficient aussi de logements qui leur permettent de vivre dans de bonnes conditions sur le territoire et de profiter des services et des équipements qui sont offerts. Donc, on a reproduit aussi ce qui s'est fait à Flamanville avec une association interentreprise qui va s'occuper à la fois du logement, de la restauration des salariés, mais aussi de la mobilité, c'est-à-dire du transport des salariés entre les parkings relais et puis le chantier. Et puis, on a installé aussi une cellule d'emploi-formation qui s'occupe spécifiquement des recrutements pour les entreprises qui travaillent sur le chantier et qui s'occupent aussi de la formation des personnes. Notre objectif étant que le territoire ait pleinement des retombées économiques en ayant des agents qui soient formés, des habitants du territoire qui soient formés pour travailler sur le chantier. Donc, concrètement, l'aménagement du territoire, c'est quoi? C'est l'adaptation à la création de nouvelles infrastructures routières.
pour fluidifier l'accès au chantier. C'est la rénovation d'une voie ferrée pour permettre le transport de fret qui permettra d'alimenter le chantier. C'est la création de parkings déportés avec des navettes de bus qui amèneront directement les salariés sur le chantier à partir des grands parkings où ils laisseront leur voiture. Et c'est la création d'une offre nouvelle d'hébergement. L'objectif étant de pas dégrader la situation en matière d'hébergement, à la fois hébergement logement traditionnel, mais aussi hébergement touristique, qui est une partie de l'offre demandée par les salariés, c'est des places en camping-car ou des places dans des campings dans lesquels ils veulent pouvoir avoir accès à des meubles. On crée 1000 places d'hébergement pour accueillir les salariés. On a parlé tout à l'heure de formation, donc il y a des plateformes de formation de proximité qui ont été créées, notamment tout de suite pour le génie civil, qui permet aux habitants de se former, on va dire, quasiment sur place. Et puis aujourd'hui, il y a 100% des stagiaires qui sortent des premières formations, qui sont embauchés sur le chantier. Il faut également pouvoir accueillir des entreprises qui demandent à s'installer en proximité, donc la création ou l'extension de zones d'activité. Et puis, bien évidemment, ce que je disais tout à l'heure, renforcement de l'offre des services, notamment dans le domaine de la santé, parce que l'afflux de population supplémentaire ne dégrade pas les conditions d'accès aux services des citoyens du territoire. Pour réaliser ces aménagements, on a deux priorités. La première priorité, c'est de réutiliser les friches pour préserver le foncier agricole. Donc, on a aujourd'hui 40% des terrains qui sont utilisés, qui sont des friches, d'anciennes friches industrielles. Et on crée aussi des projets réversibles. C'est-à-dire qu'à la fin l'usage de l'aménagement, on a passé avec la Chambre d'agriculture un protocole technique qui précise les conditions de retour à un usage agricole de ces aménagements. Et puis pour illustrer un peu les propos en termes d'impact du chantier sur le territoire, voilà quelques chiffres. Donc on aura effectivement 10 000 salariés sur le site. Donc vous voyez en termes d'augmentation de la population dans des communes qui sont quand même de petite taille, c'est un poids quand même important à prendre en compte, l'arrivée de ces salariés. Alors on compte à peu près sur 60% de salariés qui viendront de l'extérieur. Donc, ça aussi, c'est un retour d'expérience de Flamanville, mais avec un contexte de taux de chômage qui était très différent. Aujourd'hui, on a un taux de chômage qui est moindre, donc il va falloir compter plutôt sur des appuis extérieurs par rapport à ce que propose le territoire en termes de perspective. Aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est qu'on a 30% d'embauche locale. Donc, des gens qui sont soit du territoire immédiat, soit aussi du territoire voisin des Hauts-de-France, la Somme, le président qui est là. On a, alors, je ne vois pas parce qu'il y a, on a 51 millions d'euros qui ont été réglés à des entreprises locales. L'objectif de DF, vous savez qu'il y a un programme national donc, avec des appels d'offres qui sont lancés au niveau national et on a ce qu'on appelle des appels d'offres de sites qui sont lancés directement par Conduit. Et l'objectif, c'est que les entreprises locales répondent à ces appels d'offres. Aujourd'hui, on a 71% des marchés obtenus qui ont été par des entreprises locales. Donc, c'est très satisfaisant. Il y a ce jour 51 millions d'euros qui ont été réglés à ces entreprises. Je vous disais, donc 6 000 places d'hébergement qui sont à créer, donc 4 000 places dans des logements, 1 000 en camping et 1 000 en résidence hôtelière. Donc, pour chacun de ces projets, on sait quels seront les projets qui seront conservés après le chantier, ceux qui sont transformés et ceux qui seront démontés, parce qu'on n'en a pas besoin sur le territoire. Merci, monsieur Petit. Je termine simplement pour vous dire, voilà, vous avez les chiffres qui apparaissent et vous dire qu'en termes d'accompagnement du territoire, donc aujourd'hui, il y a 27 projets qui ont été accompagnés et ça représente un montant de subvention de plus de 21 millions d'euros qui sont apportés par l'État, par EDF, par la région et par le département. Merci beaucoup pour votre présentation. Nous allons maintenant revenir à Gravelines, donc au cœur de notre projet, où nous allons écouter et entendre Madame Céline Loric, qui est directrice du développement économique durable du PMCO, et Monsieur Xavier Deren, directeur de projet CUD. Et du coup, je vais vous demander, pouvez-vous nous présenter le travail effectué sur le territoire du pôle métropolitain de la Côte d'Opale, donc PMCO, pour ce projet et la coordination entre les territoires? Madame Loric, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup. Donc, je vais peut-être d'abord rappeler le rôle du pôle métropolitain. C'est un outil de dialogue interterritorial et de partage des objectifs à l'échelle métropolitaine, hein, sur des intérêts métropolitains entre ses différents membres et notamment les 11 EPCI qui bordent le territoire, le littoral de la Côte d'Opale. Alors, le projet de création des deux réacteurs EPR2 à Gravelines est un projet majeur pour le territoire qui s'inscrit d'ailleurs dans la stratégie globale de décarbonation. C'est un projet d'ampleur nationale, mais avec des enjeux qui sont importants à l'échelle territoriale et des sujets majeurs qui, pour le territoire, pour lui pouvoir prévoir son développement économique, social, l'aménagement de son territoire, notamment autour des enjeux du logement, de l'hébergement, de la mobilité. Voilà, donc d'où l'importance des conditions d'intégration d'un tel projet dans l'écosystème territoriale, hein. D'ailleurs, Monsieur Le Petit vient aussi de le formuler. Alors, sur le territoire ici, donc il y a une capacité historique des acteurs à travailler ensemble. Et puis, c'est pourquoi il y a un peu plus d'un an, a été mis en place une gouvernance territoriale dédiée autour d'un plan d'action territorial volontaire, positionné sous un copilotage de l'État, en la personne de Monsieur le préfet de région, de la région Hauts-de-France et de la communauté urbaine de Dunkerque. Donc, ce plan d'action a été positionné sous animation et coordination globale du pôle métropolitain de la Côte d'Opale, notamment au regard de la zone géographique d'influence d'un projet d'une telle ampleur. Alors, l'objectif du plan d'action, c'est d'abord l'échange partenarial et c'est de permettre de porter une réflexion collective qui est relative aux impacts et aux enjeux pour le territoire de l'arrivée d'un projet de cette ampleur, en cas bien sûr de validation de ce dernier. Donc, l'idée ici, c'est bien celle de l'anticipation des réflexions par les acteurs territoriaux qui sont concernés et qui se retrouvent donc autour de table afin que les futures actions territoriales soient concertées, que les sujets particuliers puissent être examinés, hein, qui sont en lien bien sûr avec le chantier. Alors, dans le plan d'action territorial, on a tout d'abord une instance stratégique territoriale qui s'est réunie une première fois en novembre 23 pour initier le plan d'action et initier globalement cette démarche volontaire de dialogue avec une vision intégrée autour d'une démarche plus globale sur le territoire qui est celle de Dunkerque 2030. Alors, au travers du plan d'action, on a aussi des temps d'échange qui sont thématisés et qui interviennent autour de la mobilité, du logement, développement économique, des emplois, de la formation, des compétences, bon, d'autres sujets. Et on a des sujets territoriaux liés plus spécifiquement aux enjeux qui vont entourer le chantier, qui sont analysés et qui sont aussi recensés. On a une dernière instance qui est celle de coordination globale qui se réunit de manière régulière et qui va permettre le dialogue interterritorial qui est indispensable relatif aux enjeux territoriaux autour du projet. Et dans le cadre de cette instance, sont associés les territoires de proximité, les différents EPCI qui sont membres du pôle métropolitain de la Côte d'Opale. Voilà, donc le plan d'action, il est là pour essayer de répondre aux enjeux territoriaux à venir, en lien avec le projet, bien évidemment avec les éléments de cadrage de chacun des acteurs, et ce de manière concertée et anticipée. Donc ce qui est mis en avant au travers du plan d'action, c'est bien la coordination, les synergies et la mise en commun des réflexions. Voilà, donc le travail partenarial est lancé de manière globale et transversale. Il est important de pouvoir disposer d'une vision territoriale d'ensemble futur autour de ce projet à rayonnement très large. Et bien évidemment, il avance progressivement en fonction de l'état d'avancement du projet. Donc c'est tout l'écosystème territorial qui s'est mis en mouvement et pour une dynamique partagée. Et bien évidemment, je l'avais indiqué tout à l'heure, mais tout cela ne se fait pas sans l'accompagnement de l'État dans son rôle de facilitateur. Je vais passer la parole à mon collègue, Monsieur Deren, qui va présenter la communauté de la communauté urbaine. Bien, bonsoir à toutes et tous. Moi, je vais parler au nom de la communauté urbaine de Dunkerque, hein, qui est quand même l'EPCI qui est intégré dans le PMCO, mais sur lequel s'implante cette paire d'EPR. Sur le territoire de la communauté urbaine de Dunkerque, on accompagne EDF pendant
cette phase chantier, à la fois sur l'aspect de l'hébergement, du logement temporaire des salariés qui vont travailler à ce chantier, et également sur les aspects mobilité. Alors évidemment, l'idée est que tout ce qui sera fait autour de ces deux axes de travail soit cohérent avec nos politiques publiques, à la fois pour ce qui concerne le logement, l'hébergement, c'est notre politique publique d'aménagement et également notre plan local d'urbanisme. Et on programme en fait pour couvrir la période du chantier la réalisation de 6 000 habitats temporaires, alors qui seront à la fois notre objectif, à la fois de faire un habitat de qualité, hein, il ne s'agit pas d'héberger les salariés sur des sites qui ne sont pas au niveau et qui n'apportent pas une qualité de vie. L'idée, c'est aussi de les mettre à proximité des services existants, des services des communes, hein, des services du quotidien pour que les salariés puissent bénéficier de ces services. Et puis, on a l'objectif de construire à peu près, dans l'offre des 6 000 logements dont j'ai parlé, 50% de l'offre qu'on va construire sera évolutive, c'est-à-dire elle évoluera, elle sera pérenne en quelque sorte. Elle évoluera d'hébergement temporaire à des logements pérennes ensuite, et 50% sera démontable ou réutilisable sur d'autres sites après. Donc, modularité, réversibilité, ça c'est très important, mais surtout qualité et innovation dans les solutions qu'on pourra trouver, même si on s'appuie sur l'expérience de Panly et puis aussi l'expérience tout simplement pour l'offre évolutive des Jeux Olympiques qui se sont déroulés récemment, où le village olympique a réalisé des hébergements qui évoluent vers du logement pérenne. Donc, euh, on héberge là, en fait, tous les salariés du chantier, hein, qui sont à la fois qui viennent s'installer pour quelques mois, quelques années, les expatriés, hein, ceux qui viennent peut-être enfin, à la semaine sur notre site, mais également les gens qui arrivent sur le territoire. Parce que quand on arrive sur un territoire, évidemment, on va trouver un hébergement, enfin un logement temporaire avant de s'installer dans un logement plus pérenne pour chercher un logement plus pérenne. Donc c'est effectivement l'ensemble de ces personnes qu'on prend en compte dans notre plan de développement de ce logement temporaire. À côté de ça, il y a la question de la mobilité des salariés depuis ces sites de logement. Il y aura aussi des salariés qui habitent déjà dans l'agglomération, hein, évidemment. Donc il y a la mobilité de ces salariés. Donc notre plan de mobilité, il sera déjà mis en place. Le plan de mobilité de la CUD, il s'appuie sur une desserte industrielle qui repose sur l'idée d'usines sans parking, hein. C'est-à-dire qu'on offre des solutions de mobilité, de transport public et de mobilité douce pour aller travailler dans les usines qui sont tout autour de cette centrale nucléaire, hein, puisque c'est une zone industrielle portuaire importante, hein, dans laquelle s'implante cette paire de PR. Et donc, en quelque sorte, le chantier d'EDF suit cette politique de mobilité qui sera déjà à l'œuvre, hein, sur le territoire. Et cette politique de mobilité, elle s'appliquera sur le chantier avec un principe de chantier sans parking, de la même manière qu'on fait des usines sans parking. Merci beaucoup à nos deux intervenants et merci également Monsieur Le Petit. Je vais vous inviter à nouveau à poser des questions sur le futur chantier de Gravelines et à ne pas hésiter effectivement à lever la main. C'est une chance voilà, d'avoir nos intervenants qui sont là pour répondre à toutes vos questions et notamment sur l'impact du chantier sur sur la région des Hauts-de-France. Alors, nous avons Aurélie Lefebvre. Oui, bonjour. Je vous invite à vous présenter, Madame Lefebvre. Oui, donc je suis habitante de Créjuc, à côté de Gravelines. J'avais une question par rapport au fait qu'on soit proche de la Belgique. Est-ce qu'il y a des actions qui sont engagées avec la Belgique, que ce soit par rapport au logement, aux formations, etc. Euh, Monsieur Martin. alors, la première des actions qu'on a entreprises, c'est déjà
de rencontrer dans le cadre du débat les différentes autorités belges. Elles ont souhaité qu'on organise une réunion publique qui a eu lieu au mois de novembre. Et voilà, afin qu'ils soient informés et qu'ils puissent prendre part complètement aux différents débats et conversations qui pourront avoir lieu, y compris pour la suite du projet s'il se poursuit. Donc, s'agissant de la politique de logement et de la politique de mobilité, on a bien sûr des liens avec la Belgique, hein. Nos transports publics, par exemple, traversent la frontière, hein, déjà aujourd'hui. Néanmoins, l'idée, elle est de travailler sur le territoire autour. Alors, il n'y a pas que la CUD, hein, il y a le territoire, le Calaisis, le Domarois, etc. Mais c'est de travailler sur un périmètre du bassin d'emploi. De ce secteur de la zone industrielle portuaire. Et la Belgique est assez marginale, hein, en termes de bassin d'emploi. Donc l'idée, elle est de développer l'offre d'hébergement et de logement pour les salariés du chantier dans ce bassin d'emploi et autour des futurs réacteurs qui sont à côté de la centrale nucléaire actuelle. Monsieur Ménager, vous vouliez peut-être rajouter ou me poser une question, ajouter un complément d'information? Monsieur Ménager, votre micro est coupé. Je vous prie de m'excuser. Oui, dans ce que je voulais dire, peut-être, même si c'est une évidence, mais quand même la rappeler, dans l'objectif de cette session-là de filiation et d'enchaînement des projets, rappeler que dans le calendrier Panly et les étapes qu'a redonné Monsieur Le Petit, hein, que je salue, en fait, resituer le débat public de Panly, de ce premier projet, il s'est conclu par une décision de maître d'ouvrage en juin 2023. Donc c'est un débat qui avait eu lieu sur l'automne 2022 et la première partie de 2023. Je recite ça parce que c'est important de voir, vous voyez, dans les dynamiques temporelles, ce qui a été décrit de ce qui se passe actuellement à Panly. Bah, c'est ce qui se passe actuellement à Gravelines il y a 3 ans, vous voyez, à peu près. Donc ça permet d'imaginer, alors c'est des territoires différents, mais ça permet de voir bah, dans un débat public, on peut se dire c'est beaucoup de paroles, beaucoup d'engagement. Mais finalement, 3 ans après, il y a des choses concrètes dans tous les domaines qui avancent. Et je pense que de ce point de vue-là, c'était important. C'était vrai en dialogue social, mais c'est vrai en aménagement du territoire et sur tous ces champs. Donc c'est ça que je voulais souligner. Merci, Monsieur Ménager. Monsieur Le Petit, peut-être vous voulez une réaction, un commentaire de Monsieur Ménager? Oui, effectivement, peut-être préciser sur le calendrier, ça va assez vite, hein, le temps de préparation du territoire, il n'est pas à négliger puisque la demande d'autorisation donc, a été déposée en 2023, ça a été instruit en 1 an par les services, donc 1 an plus tard, les travaux ont démarré. Alors, vous vous rendez bien compte que les autorisations elles sont aussi à obtenir pour tout ce qui est chantier annexe et qu'il faut anticiper. Ça, c'est un peu le retour d'expérience des plans en ville. L'anticipation du territoire pour la préparation, on va dire, de tous les aménagements, c'est ce qui a été un peu notre fil conducteur pour traiter ça avec les collectivités. Et aujourd'hui, la construction d'une route ou le dépôt de permis de construire d'un projet de logement, ça demande quand même un temps assez important de réflexion. Il faut, dès le départ, essayer d'anticiper et de localiser tous ces projets-là pour pouvoir répondre à ces questions. Merci beaucoup, Monsieur Le Petit. On a jusqu'à présent une seule question dans le public. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent poser une question? En attendant, je vais vous donner la parole, Monsieur Damien Renaud. Vous avez du coup une question à poser sur cette partie Gravelines et chantier de Gravelines. Je vous écoute. On vous écoute. Oui, je voulais savoir, concernant Monsieur Le Petit, qui représente la préfecture de la région Normandie, si le fait que les réacteurs se fassent ou pas, finalement, c'est égal, puisque pour l'instant, il n'y a pas de décret d'autorisation de création pour le réacteur à Panly. Il n'y a même pas de loi de programmation énergie-climat, il n'y a même pas encore de programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc, est-ce que c'est égal finalement? Il y a un plan B? Ou est-ce que finalement, ensuite, vous enverrez toutes les forces de l'ordre une fois que vous aurez mis les personnes devant le fait accompli, pour que le projet se fasse manu militari?
Alors, ça a été rappelé, le projet il est soumis à deux autorisations. Une première autorisation qui a été accordée, c'est l'autorisation environnementale donc, qui permet au maître d'ouvrage EDF de lancer les travaux préparatoires. Donc, c'est ce qui a été fait à Penly. L'autorisation obtenue début juin 2024, démarrage des travaux 1er juillet. On attend maintenant, c'est la deuxième étape, donc dont parlait aussi M. Ménager, le DAC, donc le décret d'autorisation de création qui permettra de couler le béton nucléaire. Donc là, on a aussi un temps de préparation, et comme à Gravelines, qui est assez long, préparer entre guillemets le terrain à cette partie de génie civil, qui va prendre encore 3-4 ans, et le DAC devra arriver fin 2026. Donc aujourd'hui, effectivement, le DAC n'est pas attribué, puisqu'il est toujours en instruction. Par contre, si on veut être prêt pour commencer les travaux, on ne peut pas dire on attend le DAC pour démarrer les travaux préparatoires. Vous avez vu, c'est comme à Gravelines, vous avez une phase assez longue de préparation. Donc, le travail se continue avec le maître d'ouvrage qui a les autorisations et qui lance ces travaux préparatoires. Merci beaucoup à toutes et à tous pour vos interventions. Merci pour cette séquence enrichissante. En l'absence de questions, ben, nous allons du coup finir notre webinaire en donnant la parole à Monsieur Martin pour nous donner quelques remarques de conclusion. Je vous laisse la parole, Monsieur Martin. Oui, peut-être une question pour Monsieur Le Petit. Pour bien comprendre, que le public comprenne bien, si jamais cette deuxième autorisation n'était pas accordée pour des raisons X qu'on ne connaît pas aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait concrètement? Monsieur Le Petit? Monsieur Le Petit n'est plus avec nous. Ah, bon, il n'est plus avec nous. Bien, nous lui transmettrons la question. Monsieur Le Petit. Vous m'entendez? Oui. Parce que j'avais rebasculé en spectateur, donc vous ne pouvez plus parler. Donc, effectivement, bah, si jamais EDF n'avait pas l'autorisation, n'avait pas le DAC, ça s'arrêterait là. Très bien. Et si je peux me permettre de compléter, Panly a déjà été confronté à cette situation. Alors, non pas ça, parce qu'elle avait obtenu l'autorisation de lancer les travaux du deuxième EPR qui était Panly 3, et les travaux bah, se sont arrêtés, puisque c'était décision d'arrêt, notamment après Fukushima. Donc, des projets qui s'arrêtent, c'est déjà arrivé. Et la preuve, ils sont allés les chercher loin, puisque c'était à Panly. D'ailleurs, ça fait partie des travaux préparatoires, puisqu'il y a on va dire, la préparation des tranches 3 et 4 qui avaient été faites avant d'être suspendues. Donc, il faut reprendre un peu les anciennes fondations pour que ça soit adapté avec les... Madame Moschein, je crois qu'il y a des questions qui sont intervenues entre-temps. Oui, pardon. Effectivement, on a eu deux questions du public qui, du coup, ont voulu interagir avant la fin, donc enthousiastes par ce webinaire sur... Eh bien, c'est l'objet du débat. C'est l'objet du débat. On va donner la parole à Monsieur Villain et on va vous demander de vous présenter, Monsieur Villain, même si on vous connaît, on vous voit au débat régulièrement. Bonsoir, Monsieur Villain. Oui, bonsoir à toutes et tous, vous m'entendez? Très bien. Oui. Écoutez, c'est pas une question sur la thématique précise de ce soir, mais parce que j'ai pris un peu le webinaire en retard, excusez-moi, mais sur les conditions de ce débat et puis en entendant certaines questions posées, je voudrais quand même signaler que des questions un peu similaires et sur des thématiques qui touchent par exemple à la mobilité, aux travailleurs, à la formation, etc., sont posées sur la plateforme participative, parfois même depuis le 26 novembre. Alors, je sais bien que des FRTE, les maîtres d'ouvrage, ont un délai, on n'a pas un délai formel de réponse, mais nous sommes maintenant à 4 ou 5 jours de la réunion de clôture et très proche de la fin du débat. Donc, si vous voulez, des questions reviennent sans cesse et on pourrait avancer plus vite et on pourrait obtenir des réponses si déjà, sur les 109 questions qui se trouvent sur la plateforme, celles de fin novembre trouvaient des réponses. Oui, monsieur Villain, effectivement, on s'emploie activement à assurer dans les meilleurs délais des réponses. La période des fêtes de fin d'année n'a pas forcément accéléré le dispositif, mais je tiens à vous assurer que toutes les questions auront bien une réponse et on essaye d'être dans le délai le plus court possible. Parfois, ça dépasse les 15 jours, effectivement, vous l'avez remarqué. Merci pour votre vigilance.
Et merci à vous, Monsieur Martin, et à la CNDP. C'est un combat quotidien, soyez assurés. Pour nous aussi. Mais qui est Ok. une œuvre collective, parce que, en tout cas, côté EDF, même si vous pouvez trouver sur les 110 auxquels on a fait des réponses, vous pouvez certes en trouver peut-être une dizaine qui ont mis plus de 15 jours sur les 110, Mm. et la plupart sont répondus sous 15 jours, mais on n'est pas les seuls dans la chaîne de traitement. Je tiens à le dire aussi. Tout à fait, très bien. Une autre question? Merci pour ces compléments d'information. On va donner maintenant la parole à Emeline Joigny. Bonsoir Emeline. On va vous demander de vous présenter. Bonsoir, merci de prendre ma question. Moi, je viens assister au webinaire en curieuse. Je n'habite pas la région. Et dans le diaporama, il y a quelque chose. Je suis enseignante. Et dans le diaporama, il y a du coup quelque chose qui a attiré mon attention. Il est question de plateforme de formation, si je me rappelle bien de l'intitulé. Je me questionne du coup sur de quelle formation on parle. S'agit-il de formation initiale, de formation continue? Qu'est-ce qu'on entend par plateforme? Est-ce que, par exemple, les établissements scolaires de la région vont accueillir ces formations? Et puis aussi savoir s'il y a un calendrier qui est déjà dans les tuyaux pour les mettre en place. Merci. Peut-être une question pour Madame Leric, non? Alors, c'était pas sur notre diapo, mais néanmoins, je peux intervenir. Donc, effectivement, en ce qui concerne le plan d'action territorial, donc en l'état d'avancement actuel, il y a effectivement tout un groupe de réflexion sur les enjeux d'emploi, de la formation et des compétences qui ont trait à un projet tel que celui-là. Et alors, pour répondre à votre question sur les types de formation, tout est regardé, aussi bien les formations initiales, la formation continue également. Voilà. Je sais pas si Monsieur Le Petit, vous souhaitez de votre côté aussi compléter le propos. C'est bon, vous m'entendez? Oui, on Oui. t'entend. Si j'ai quelques minutes, effectivement, sur le sujet de la formation, il y a plusieurs choses. Les plateformes de formation que j'ai évoquées, c'est vraiment des plateformes, on va dire, pour des formations courtes. On est sur des métiers du terrassement, donc là, c'est vraiment répondre aux besoins immédiats des entreprises de terrassement. Donc, il y a eu des formations qui ont été organisées avec la Fédération des travaux publics et l'AFPA, donc qui a mis en place, on va dire, des formations de 8 à 12 semaines, maçon canalisateur, agent de trafic, etc. On va avoir aussi des formations conducteurs d'engins qui démarrent en janvier. Ça, c'est les formations avec des sessions qui se répètent plusieurs fois dans l'année pour répondre aux besoins immédiats. C'est ce que je disais, ça, c'est les formations proximité de territoire. À côté de ça, on a un programme plus ambitieux avec l'éducation nationale, notamment dans le cadre d'une réponse à un appel à projet qui avait été lancé dans le cadre de France 2030. C'est le programme 3NC, programme pour développer tout ce qui est compétences en matière de nucléaire. C'est un programme assez lourd qui mobilise les universités, les écoles d'ingénieurs, les lycées également pour là, c'est de la formation initiale auprès des jeunes pour accroître le nombre de personnes qui iraient dans la filière industrielle et filière nucléaire. Donc là, on est sur un objectif d'ici 2030 de faire sortir à peu près 5000 jeunes par an de ces filières-là. Donc effectivement, on a un dispositif un peu plus complexe qui se met en place en septembre 2024. Donc il y a déjà une vingtaine de formations, on va dire à coloration nucléaire, qui ont été mises en place. Donc il y a déjà des jeunes qui sont en cours de formation. Et là, vous voyez, on est sur du plus long terme puisqu'on est sur des cycles. Alors ça va on va dire de l'infrabac à bac-3 à bac+5. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir développer, c'est pas que pour le projet de Panly, hein, c'est pour le nucléaire en général, de nouvelles cohortes de jeunes qui soient formés à ces métiers-là. Et puis pour la réponse aux besoins immédiats, c'est les plateformes que j'évoquais tout à l'heure, qui aujourd'hui sont consacrées au terrassement. Après, ça va évoluer vers le génie civil, puis électromécanique, au fur et à mesure des besoins.
Merci, Monsieur Le Petit. Pour compléter, Madame Joigny, votre parfaite information, je vous invite à aller sur le site internet du débat où vous trouverez le compte-rendu d'une formation, d'une réunion que nous avons organisée spécifiquement autour de la formation le 10 octobre dernier à Calais, et vous verrez le compte-rendu détaillé de cette réunion qui abordait vraiment toutes les facettes euh, nombreuses de la formation liée au projet Gravelines, quoi. Voilà. Bien. S'il n'y a plus d'autres questions, ce sera peut-être le moment de conclure. Je laisse le mot de la fin, Monsieur Martin. Oui. Alors, ben, merci à tous pour cette participation importante. Nous étions plus de 60 à participer. Merci aux différents présentateurs qui ont venu compléter le paysage autour de ce chantier complexe, comme on a pu le voir. Merci pour la diversité des questions qui ont été posées. Nous avons essayé de respecter un déroulé qui a été bien sûr convenu entre nous préalablement, avec deux priorités qu'il faut bien comprendre. C'est que nous essayons de réserver le plus de temps possible aux questions du public, si ça nous paraît être quelque chose de prioritaire, et nous essayons aussi de ne pas dépasser 2 heures, parce que nous le voyons déjà actuellement, la participation est en train de faiblir. Nous sommes un peu en dessous de 50 personnes, et donc c'est pour ça que on essaye un petit peu de contraindre. Ça nous fait, c'est un petit peu difficile pour nous, mais de demander à chacun de rester dans ses limites temporelles pour laisser de la place aux autres. Donc, merci de l'avoir compris. Voilà. Donc ce soir, on a pu aborder les différentes facettes de ce chantier. C'était important, c'était un de nos engagements pris lors de la réunion mi-parcours. On a essayé de répondre à vos préoccupations. Peut-être que vous n'avez pas eu toutes les réponses que vous vouliez, donc je vous invite vraiment à poursuivre sur le site internet, de poser plus formellement et plus clairement, peut-être plus complètement, je vais dire, vos questions pour qu'on prenne le temps d'y répondre, en étayant bien sûr les réponses. Voilà. Les retours d'expérience par rapport à ce qui se prépare sur Panly sont effectivement intéressants, parce que ça peut permettre d'éclairer aussi ce qui va se passer sur Gravelines. Et puis les préparatifs des collectivités membres du PMCO, c'est quelque chose d'important. Donc vraiment, je pense que c'était intéressant d'avoir ces enrichissements. Et, et donc maintenant, au-delà de cette réunion de ce soir, si on peut passer au slide suivant, merci. Voilà. Nous avons d'autres moments de rencontre. Donc le 10 janvier prochain, une rencontre à la Maison du Débat à Gravelines, où on pourra vous présenter la maquette interactive qui permet d'affiner les différentes problématiques autour du projet, vous faire toucher du doigt l'immersion dans la réalité virtuelle, telle qu'on a pu en faire une petite présentation avec Monsieur Ménager tout à l'heure, mais là vous allez être vraiment immergé dans cette future paysage, et puis avoir des échanges avec l'équipe du débat et les maîtres d'ouvrage qui seront présents donc le 10 janvier prochain. Et puis, parce que on va être au bout des 45 événements que nous avons installés dans ce débat, nous avons donc la réunion Parole d'acteurs le 14 janvier, qui va être donc à la salle du Cursal à Dunkerque. Ce sera donc notre dernier événement public avant la clôture du 17 janvier. Donc le 14 janvier, ce sera vraiment un moment pour que les différentes expressions des acteurs soient mises en valeur et soient présentées. Et ce sera donc pour nous le moment, à partir du 17 janvier, donc d'entamer la rédaction de notre compte-rendu, qui sera rendu public aux environs du 18 mars. Et ce sera l'occasion de revenir vers vous pour vous le présenter. Et dans ce compte-rendu, nous essayerons d'inclure l'ensemble de vos remarques, de vos questionnements. Ils ont été nombreux grâce aux 2000 participants des différentes réunions, et donc nous essayerons d'en rendre compte de la façon la plus claire, la plus transparente possible, et nous transmettrons ainsi des questions qui en ressortent aux deux maîtres d'ouvrage EDF, RTE, et aussi pour certains aspects, notamment on a vu sur le financement auprès de l'État bien sûr. Voilà, je vous remercie en tout cas, et je vous dis donc, en espérant vous retrouver au 14 janvier prochain. À très bientôt. Merci pour votre participation. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci, Monsieur Martin, pour ces derniers éléments et cette conclusion. Juste avant vraiment de rendre l'antenne, si des personnes n'ont pas pu poser leurs questions ce soir et souhaitent encore poser leurs questions, vous avez jusqu'à vendredi prochain, 17 janvier minuit, pour pouvoir interagir, poser une question via la plateforme du site internet sur le site du débat. Je vous souhaite à tous
à toutes et à tous une bonne soirée et merci encore pour cette rencontre et merci à nos intervenants pour leur présentation extrêmement intéressante.